Bonjour à tous et bienvenue sur Fait Main, le podcast qui vous fait rencontrer les entrepreneuses créatives. Je suis Sabine et avec ma comparse Anne-Claire, nous sommes fans de loisirs créatifs et plus particulièrement d'aquarelle. On vous accueille avec grand plaisir dans ce 22e épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui on interroge Mélanie, la créatrice du podcast Fait Main. Multitâche et généreuse, Mélanie nous raconte à travers vos questions son parcours et comment elle en est venue à créer ce podcast. Je pense que personne ne se doute de la réponse. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos questions pour Mélanie et féliciter notre hôte du jour pour cette belle réussite et lui souhaiter beaucoup de succès dans cette aventure créative. Cela a été un vrai plaisir de partager ce moment avec Mélanie et Anne-Claire, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec cet épisode un peu spécial intitulé Mélanie Inside. Bonjour à tous, alors bienvenue sur le podcast Fait Main, d'habitude présenté par Mélanie, mais là, peut-être que vous reconnaissez que ce n'est pas elle, puisque là, Mélanie est l'invitée du podcast, et moi, personnellement, donc Anne-Claire et Sabine, allons interviewer Mélanie, qui se présente, qui va répondre à plein de questions et qui est en train de trembler sur sa chaise. Exactement. Donc on a appelé ça le Mélanie Inside. Oh là là. Bonjour à tous. Alors je suis super contente qu'on fasse ça avec Sabine et Anne-Claire. On se connaît depuis quelques mois maintenant, alors que sur Instagram. Et donc voilà, on a beaucoup échangé depuis ces derniers mois et donc c'est vachement cool de faire ça toutes les trois. Ouais, je te rejoins, je suis super contente d'être là. Pareil, moi aussi, un peu stressée, mais c'est super. Alors on démarre les filles. Et ouais, bah oui. Alors, donc Mélanie, première question. La question que tout le monde se pose. On te connaît donc par le podcast et donc forcément, tout le monde se pose la question, est-ce ton activité principale? Mais nous, on sait que c'est un autre métier dans la vraie vie, mais pourrais-tu un petit peu développer sur cet aspect? Que fais-tu dans la vraie vie? Alors effectivement, le podcast est juste un passe-temps qui prend du temps, mais c'est une passion. Ce que je fais dans la vraie vie, c'est que je suis responsable marketing et communication pour une société qui travaille dans l'éducation numérique. Donc du coup, en ce moment, par exemple, on a énormément de travail parce que évidemment, avec l'arrêt des écoles, la fermeture des écoles et donc l'école à la maison, on est très sollicité parce que les plateformes qu'on édite, comme Maxico ou comme Orthodidacte, sont très largement utilisées et il y a beaucoup de travail. Mais donc ça fait passer le confinement finalement peut-être un peu plus vite parce que du coup on s'ennuie pas. Et à contrario, j'ai pas le loisir de me dire là qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps libre. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça et voilà. Donc je fais du marketing et de la com. On te remercie de prendre du temps pour nous parce qu'on adore écouter du podcast et particulièrement pour moi t'es la petite voix des créatrices et donc tu nous as créé un podcast donc sur les loisirs créatifs et moi ma question c'est qu'il y avait forcément une raison derrière tout ça et donc on aimerait toutes savoir quels sont tes loisirs créatifs, ce que tu pratiques le plus, depuis combien de temps et surtout pourquoi c'est important pour toi de créer. C'est une grande question. Alors, je crois que j'ai démarré avec le serviettage. Ça m'a fait super. Il y a Anne-Claire qui fait des yeux. Le serviettage, c'était le principe en fait de recouvrir avec une fine couche de serviette en papier, de recouvrir des objets. Donc j'ai fait ça, je devais avoir une grosse vingtaine d'années. J'ai pas tellement le souvenir d'avoir fait des loisirs créatifs quand j'étais jeune. Alors j'en ai forcément fait. Souvent les invitées, elles parlent du dessin, etc. Donc je pense que j'ai forcément fait du dessin. Et puis d'ailleurs si, en fait, j'étais même inscrite en cours d'art plastique, maintenant que je me rappelle. Donc voilà, j'ai démarré comme ça, mais après c'est venu un peu plus tard. Après j'ai une de mes tantes qui fait beaucoup de bricolage de ce type et donc voilà, je pense qu'elle m'a incité aussi quelque part à en faire. Une de mes cousines aussi
Voilà, je crois qu'il faisait des points de croix, enfin bref, voilà. Et puis après, donc j'ai commencé par le point de croix vraiment un peu plus sérieusement à la naissance, ou quand j'étais enceinte. Enfin bref, vers la naissance de ma fille aînée, Camille, qui a 11 ans. Et puis après, j'ai fait de la couture et j'ai acheté ma première machine à coudre au moment de la naissance de ma deuxième fille, Chloé, il y a quasiment 8 ans maintenant. Voilà, donc c'est principalement ça. Et alors, je ne sais plus bien comment j'ai commencé la création de cartes. Les cartes, c'est des cartes de vœux, cartes d'anniversaire, tout ça. Mais je dirais bien que ça fait 3-4 ans. Je sais plus comment ça a commencé, mais je pense simplement la passion du papier, un peu comme le tissu. J'avais commencé par acheter du tissu sans vraiment savoir quoi en faire, mais je le trouvais beau et j'avais envie d'en acheter, donc je l'ai acheté. Et pareil pour le papier, et puis après j'ai dû me lancer comme ça à faire une petite carte. Et puis après, quand je suis partie de mon ancien boulot il y a quasiment 3 ans, mes collègues m'ont offert une machine de découpe de papier. Ça s'appelle Big Shot, c'est fabriqué par Sizzix. C'est un des leaders sur le marché des machines de découpe. Et du coup, ça m'a mis dans une dimension pour la création de cartes qui n'a rien à voir en fait, parce que c'est hyper... ça fait des découpes en fait de papier super bien, super belles. Il y a des centaines et des centaines et des centaines, certainement même des milliers de formes de découpe qui existent différentes. Et donc du coup, donc moi j'en ai des centaines, ou peut-être une centaine, on va dire, peut-être pas des. Et donc ça fait des cartes. Enfin, je trouve que ça fait des cartes vachement sympas parce que on peut tout faire avec, quoi. Voilà, donc les cartes, ça a commencé vraiment à ce moment-là, il y a 3-4 ans. Et puis, je fais un petit peu d'aquarelle, mais bon, là, c'est juste... c'est très, très peu, quoi. Et puis, je suis loin de votre niveau, à toutes les deux. On est loin de faire autant de choses que toi au niveau loisirs créatifs. Oui, mais je suis tellement plus âgée que vous. Au moins 2. Au moins 2 à le faire. Tellement. Attends ça. Après, c'est rigolo, ça rejoint vraiment ce que tu disais hier avec tes invités, en fait, au niveau du congé de maternité. Et c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a plein de filles sur Instagram qu'on suit, justement, qui sont jeunes mamans ou enceintes, tout ça, et ça réveille un peu la créativité. Après, tu nous as pas expliqué vraiment ce que ça t'apporte, en fait, la créativité. Tu nous as dit comment tu avais commencé, mais du coup, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, ton côté créatif? Ouais, j'ai assez vite compris finalement que ça te permet de se vider la tête. Et en fait, quand ça me faisait surtout ça enfin, je l'ai compris au moment de la couture. Quand je suis sur ma machine à coudre, en fait, je suis concentrée que sur ça. Et du coup, ça veut dire que tu oublies un peu tout le reste, quoi. Alors, petit et gros soucis, hein, mais bon, enfin, j'ai plutôt que des petits soucis, j'ai pas vraiment de gros problèmes, mais en fait, tu penses plus à rien, quoi. T'es vraiment, t'es pas en train de penser au boulot, t'es vraiment concentré sur ta couture. Et pareil sur la création de cartes ou quand tu peins, c'est vraiment ça, quoi. C'est finalement, oui, un sentiment un peu d'apaisement et de tranquillité d'esprit. Je crois qu'on te rejoint totalement sur ça avec Anne-Claire. C'est vrai que ça déconnecte, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, je trouve que la dimension aussi partage est vachement sympa, parce qu'il y a évidemment le partage sur Instagram, mais quand t'as pas trop de retours sur Instagram, moi, mon compte perso, Motif Addict, c'est un tout petit compte Instagram, et donc le partage sur Insta, il est pas super important sur mon compte personnel. Par contre, le côté partage dans la vraie vie, avec mes amis ou mes collègues, c'est super sympa. Parce que en fait, du coup, j'ai un peu mis, comment dire, j'ai plusieurs amies qui se sont mises soit à faire des cartes, soit à faire de la couture, soit les deux, un peu grâce ou à cause de moi. Et donc du coup, voilà, en fait après c'est vachement sympa parce que j'ai 2 amies avec Lauriane et Virginie avec lesquelles on a fait souvent des sessions de création de cartes. Donc on est toutes, enfin elles se sont toutes équipées pas mal, même quasiment plus que moi au fur et à mesure. Et puis j'ai une autre de mes amies, Nadège, où là c'est pareil, on fait souvent souvent, alors toute proportion gardée, mais
on fait quand même de temps en temps des petits ateliers couture et ça nous fait vachement plaisir en fait de coudre l'une à côté de l'autre, quoi. C'est vachement sympa. Faudra qu'on peigne l'une à côté de l'autre un jour. On se mettra sur Skype, Sabine, et on peindra l'une à côté de l'autre sur Skype. J'ai une autre question pour toi de Nolwenn, donc Nolwenn Little Gallery sur Instagram. Une question qu'on se pose toutes, c'est comment tu fais pour jongler entre ton travail, qu'on comprend en plus très prenant en ce moment, avec les conditions, ta famille, tes loisirs, le podcast. Vraiment, tu es à 1000 à l'heure et ça nous impressionne vraiment. Et donc, donne-nous ton secret. J'ai pas vraiment de secret, si ce n'est en fait de faire des choix. Je crois que c'est ça en fait la solution. Déjà, il y a eu un premier moment où je me suis rendu compte qu'en fait, nous on a donc j'ai 2 filles, un mari, on habite à Grenoble en appart. Donc déjà le fait qu'on soit en appart, on a quand même moins de temps à passer de gestion de la maison, de gestion de l'extérieur, des travaux en tout genre, etc. Donc en fait, de ce point de vue-là, on n'a rien à faire si ce n'est le ménage, les repas, etc. Mais le quotidien. Déjà ça. Après, on n'a pas de famille sur place. Enfin, je vais quand même dire, j'ai ma petite sœur qui habite à Grenoble, mais on se voit assez peu. Parce que c'est pas cool de l'oublier. Mais sinon, j'ai pas mes parents, j'ai pas... tout le monde habite loin, en fait. Et donc, en fait, mis à part les amis qu'on voit, mais on se voit pas non plus toutes les 5 minutes, du coup, on est assez dispo, quoi. Enfin, que ce soit mon mari ou moi, on a pas mal de temps libre, quoi, finalement, parce que on n'a pas tous les dimanches midi à aller manger chez quelqu'un, etc., ou le soir. Et on a un cercle d'amis qui est assez... c'est pas qu'il est restreint, mais il est... il n'est pas énorme. On ne fait pas partie de ces gens qui ont des dizaines d'amis et qui sont sans arrêt chez les uns et les autres. Donc, du coup, déjà, ça change pas mal les choses par rapport à des personnes qui sont toujours très occupées aussi, ne serait-ce que par des relations sociales, quoi, des invitations à gauche, à droite et tout ça. Donc déjà, nous, c'est pas le cas. Et après, il faut dire que mes filles, déjà, elles sont quand même assez grandes. Enfin, elles ont 8 et 11 ans. Donc, elles jouent beaucoup toutes les deux. Ça arrive quand même fréquemment que quand je leur propose de jouer ensemble, elles veulent pas. Donc déjà, ça résout un peu les trucs. Et puis, au niveau de mon boulot, en fait, les choses ont évolué ces derniers mois parce que la société pour laquelle je travaillais s'est rapprochée d'une autre société. Et du coup, j'ai eu une promotion pour gérer l'intégralité du marketing et de la communication pour ces 2 sociétés, qui maintenant n'en fait plus qu'une. Et donc, je me disais, donc j'ai lancé le podcast en mois de fin septembre, début octobre. Et donc, c'était approprié à ce moment-là où les choses commençaient un peu... alors, ça a toujours été assez dense au niveau de mon travail, mais là, ça a commencé un peu à s'accélérer aussi parce que du coup, j'avais une équipe un tout petit peu plus importante à l'époque. Maintenant, elle est encore un peu plus importante. Et surtout, j'étais attendue, quoi. J'avais un nouveau patron, tout ça. Donc, je me disais, il faut quand même que tu sois hyper vigilante parce que c'est pas le moment de mettre le paquet sur le podcast et de louper ce tournant professionnel. Donc, j'étais super attentive à ça. Et puis, en fait, en début d'année 2020, j'ai compris que finalement, le podcast m'apportait beaucoup d'équilibre. Et contrairement à ce que je pensais au départ en me disant ça te prend beaucoup de temps et il ne faut pas le prioriser par rapport à ton vrai travail, celui quand même qui te nourrit, je me disais finalement, en fait, ça m'apporte de l'équilibre parce que quand c'est trop dense au niveau du travail, le fait d'avoir le podcast, c'est comme un loisir supplémentaire finalement. Et donc, du coup, ça m'équilibre, je trouve, une certaine forme de... pas d'apaisement, mais de rééquilibrage, en fait. En me disant, là, par exemple, j'ai pas du tout fait d'enregistrement pendant un mois, pendant le premier mois du confinement, parce que je savais que j'allais pas y arriver à tout caser et tout, c'était trop chaud. Mais quand j'ai recommencé... c'était vachement cool, quoi. Et je me suis dit, il faut continuer, en fait. C'est ça qui m'a manqué. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu un petit coup de mou au niveau du podcast, parce que je voyais que
le nombre d'écoutes diminuait vraiment de manière très importante. Et puis à côté de ça, j'avais pas d'enregistrement programmé alors que j'aurais voulu, et puis que j'avais plein d'échanges avec des futurs invités et tout ça. Donc voilà, je me disais, mais non, il faut que tu... Enfin, je voulais programmer des enregistrements, mais j'étais bloquée parce que dans le planning, ça passait pas, quoi. Voilà. Donc, et alors, il y a un dernier truc, je suis pipette, hein. Le dernier truc aussi, quand je parlais de faire des choix, c'est qu'en fait, je fais aussi le choix, par exemple, le soir, de pas regarder la télé. Et en fait, du coup, je m'isole, hein, c'est plutôt une activité solitaire, le podcast, quand je fais le montage. Contrairement à l'enregistrement, où évidemment on est 2 ou 3, mais quand je fais le montage, c'est un peu solitaire. Et donc, au final, c'est pareil, c'est pas très grave parce que mon mari, il adore regarder des films, il est très cinéma. Et mes filles étant un peu grandes maintenant, il adore leur faire découvrir des films. Moi, c'est moins ma passion, ou du moins on n'a pas on regarde pas tout à fait les mêmes films. Donc, et puis les filles regardent souvent aussi des dessins animés ou des choses comme ça. Donc, du coup, le soir, ils passent du temps aussi tous les 3 à regarder des films. Et finalement, plutôt que de rester devant la télé à soit être sur mon téléphone sur Instagram, soit à un peu m'embêter, quoi, et éventuellement à finir par m'endormir devant la télé, je préfère finalement passer du temps à faire mon montage. Voilà, vous savez tout, mon secret, mes secrets. C'est drôle parce que c'est vraiment, j'ai l'impression de retrouver, enfin, tu as la même relation au podcast que je pense, hein, Sabine, tu me diras, mais que nous, à notre loisir aussi, à l'aquarelle, quoi, parce que clairement, pareil, moi, le soir, je préfère peindre que regarder la télé, ou c'est vraiment, ayant un travail à côté, je comprends complètement ce que tu veux dire, et je te rejoins tout à fait sur la question de l'équilibre, c'est exactement ça. Ouais. Après, moi, de mon côté, c'est un petit peu différent parce que je travaille pas, et puis là, en ce moment, je travaille plutôt à développer mon... Ouais, tu travailles pas à l'extérieur. Oui, je travaille pas à l'extérieur, voilà. Mais tu travailles à l'intérieur. Oui, voilà. Mais je passe beaucoup de ma journée à peindre. Je peins pas trop le soir parce que je vois pas beaucoup Mathieu, du coup, donc j'essaie de profiter de lui le soir. Et puis j'aime bien peindre à la lumière, en fait. Donc du coup, c'est mieux. Mais bon, voilà. Mais chacun son organisation. Mais je pense que si jamais un travail la journée, je peindrai le soir parce que comme vous, ça m'apporte énormément de bien-être, en fait. De bien-être. Vraiment, c'est le mot. C'est ça. Tout à fait. Bon, donc on a maintenant une question donc qui revient aussi souvent parce que tu as quand même un auditoire assez grand, hein, sur Insta. Les filles qu'on connaît t'ont toutes écouté au moins une fois ou deux au mieux, surtout que tu as interrogé énormément d'aquarellistes, donc ça nous a vraiment galvanisé. Enfin, personnellement, j'étais tellement heureuse quand tu as interviewé Jenny ou Marie, enfin voilà. Et du coup, on s'est toutes posé cette question, c'est comment t'es venue cette idée de faire un podcast et quel a été le processus, c'est-à-dire comment ça s'est passé du jour où tu as eu l'idée, tu t'es dit tiens, mais moi je fais bien un podcast, au premier épisode en fait, et même le cheminement, comment tu as appris à monter, etc. Alors, je me souviens que c'était l'été dernier. J'ai une image en tête où en fait, à côté de chez moi, j'ai une petite forêt dans laquelle je vais courir. Et cet été, donc à chaque fois quand je cours, j'écoute très souvent des podcasts, enfin tout le temps des podcasts. La plupart du temps, c'est Le Gratin ou Vlan. Et puis, parce qu'ils sont quand même très productifs, donc il y en a toujours un nouveau à écouter. Et puis, j'aime beaucoup aussi Les Équilibristes. Voilà. Et puis, Oui, change ma vie. Et donc, je crois que c'est en écoutant Le Gratin où je me suis dit, mais parce que en fait, j'ai un blog depuis quelque temps et je m'étais dit il y a super longtemps, ce qui serait cool, c'est de faire des interviews de créatrices. Mais bon, j'avais jamais vraiment franchi le cap en fait. Bon, c'était finalement peut-être pas le moment ou la forme. Et puis, à force d'écouter les podcasts, oui, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, un podcast en interviewant, dans ton domaine qui te plaît. Parce que c'est pareil, j'aurais pu faire un podcast en marketing, mais je pense que déjà, en plus, il doit y en avoir des tonnes. Et puis, c'est pas ce que j'écoute. Et comme j'adore les loisirs créatifs, je me suis dit, mais c'est ça, quoi. Il faut que je fasse un podcast sur les loisirs créatifs. Donc, ça, c'est un peu la genèse, on va dire. Et puis après, sur la façon dont j'ai procédé, j'ai commencé dans l'été
à prospecter, on va dire. Je pense que c'était au mois d'août. J'ai commencé à envoyer des petits messages sur Instagram aux créatrices. J'ai fait assez basiquement celle que je suivais depuis super longtemps, quoi. Et donc, en plus, je trouvais que c'était hyper facile pour moi parce que j'avais rien à préparer. Je me disais, je les connais tellement. Enfin, je les connais. Je connais ce qu'elles publient sur Instagram. Donc, j'en connaissais aucune. J'avais jamais discuté avec aucune d'entre elles parce que j'étais plutôt comme une grosse majorité des gens sur Instagram ou sur Facebook. Je ne laissais pas de commentaires. Je me contentais de liker les publications et c'est tout. Donc, un jour, je me suis lancée et puis j'ai commencé à envoyer des petits messages pour dire, voilà, j'ai un projet de créer un podcast. Et ça se passerait comme ça, donc des conversations. Ça serait à distance parce que je me voyais pas du tout faire autrement qu'à distance. J'avais pas vraiment encore à l'époque. C'est marrant quand j'y repense. J'avais pas du tout réfléchi. Enfin, j'avais réfléchi à l'aspect technique, mais j'avais pas du tout trouvé comment faire et comment résoudre ce côté. Comment on fait une interview à distance et tout ça, quoi. Et donc voilà, donc j'ai eu quelques réponses, oui, pourquoi pas, tout ça. Bon, c'était pas fameux, mais je sentais qu'on me disait pas non, quoi. Après, il y a plein de personnes aussi qui m'ont jamais répondu, hein. Mais bon, c'était pas grave. Et puis un jour, c'était trop rigolo. Je fais un petit message à Letty Bricole, donc qui est devenue ma première invitée. Je lui fais un petit message et puis je crois que c'était un jeudi soir. Et le vendredi matin, à 8h30, j'étais déjà au bureau et elle me répond ok, ça marche pour moi, on peut faire ça maintenant si tu veux. Et là, je tombe de ma chaise, je fais non, en fait, je suis au bureau, tout ça. Et puis, elle me dit, moi, si je réfléchis trop, en fait, je risque pas de me dégonfler, mais de moins, de trop réfléchir. Et donc, donc j'ai dit, ok, maintenant, maintenant. Je lui dis, ok, rendez-vous à 13h. Et alors, j'avais quand même, entre-temps, trouvé la bonne manière de faire avec la plateforme d'enregistrement, etc. Mais j'avais pas encore de micro normal, j'avais juste mon kit main libre, voilà. Et puis voilà, on a démarré comme ça, un vendredi à 13h pour faire le premier enregistrement. Et puis après, il a fallu que je me mette au montage. Donc, j'utilise un outil qui s'appelle Audacity, un logiciel qui s'appelle Audacity. Et puis après, c'était un peu roule-ma-poule, quoi. Donc, alors, je connaissais un petit peu le logiciel avant pour m'en être servi au boulot, mais c'était vraiment 3 fois rien par rapport à ce que je sais faire, entre guillemets, aujourd'hui. Et voilà, donc je me suis auto-formée. Il y a plein de ressources quand on cherche des infos sur Audacity ou sur les autres logiciels. Donc voilà, j'ai fait comme ça un petit peu sur le tard, quoi. Voilà, un peu. Et puis donc voilà, le premier montage, je leur fais toujours valider aux invités l'épisode avant de diffuser parce que je trouve que c'est quand même plus réglo. Et puis je suis pas journaliste, donc il n'y a pas ce côté de toute façon, c'est moi qui décide ce que je publie, quoi. En fait, pour moi, il faut qu'elle soit d'accord, quoi. Donc voilà. Puis elle m'a dit, ok, go. Je sais plus si elle m'avait fait modifier 2-3 trucs, mais généralement, les invités me font pas trop modifier les enregistrements. Et puis voilà. Et puis après, j'ai créé le compte où je l'avais déjà créé avant, quelques jours avant, je pense, le compte Instagram. Et puis après, c'était lancé. Voilà. Donc, avec le recul, je me dis quand même que... Bon, j'aurais pas fait différemment, hein, mais... ouais, c'est rigolo, mais en fait, il en fallait une au départ pour démarrer. Parce qu'après, les prochaines invitées, c'était plus facile. Parce que je pouvais déjà dire... j'avais déjà quelques contacts où il fallait qu'on cale une date. Mais c'était plus facile de dire, voilà, il y a déjà... c'est plus un projet, c'est lancé et tout. C'était plus facile après. C'est marrant, c'était un vrai coup de pouce du destin, en fait. Parce que là, il fallait faire tout de suite, c'est maintenant, et puis ça part, quoi. Ça, mais c'est génial. Ouais, c'était excellent, quoi. La réaction de Letty, c'était juste... c'était excellent, quoi.
Parce que du coup, ouais, c'est clair que c'est pareil. Bah, je me suis pas posé 15 questions. J'ai fait, bon, bah, allez, go, on y va. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait mon enregistrement à 13h. J'ai viré mon mari de la cuisine pour lui dire, allez, c'est bon, maintenant, je fais mon enregistrement. Et puis en plus, ça a marché tout de suite du premier coup parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on s'entend pas bien, etc. Et là, cash, ça a fonctionné, quoi. Donc, c'est trop bien. Cette spontanéité qu'on aime bien aussi dans le podcast, en fait. Ouais. C'est ça aussi, hein, honnêtement. Il y a plein d'invités pour lesquels je prépare rien parce qu'en fait, j'ai déjà l'impression de les connaître et connaître un max de choses. Donc, en fait, c'est ça aussi. Je me disais, en fait, c'est facile, quoi. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a plein de créatrices que j'ai connues bien plus tard, en fait, au fur et à mesure au fur et à mesure du temps. Donc c'est moins le cas pour tout le monde, mais voilà, c'est rigolo en tout cas de faire ça parce qu'en fait, c'est toujours des bons moments, quoi. Il y a vraiment, il y a des épisodes qui me marquent plus que d'autres, mais c'est toujours des super moments sympas, quoi. Et les filles sont comme on a l'impression qu'elles sont sur Instagram. Vachement sympa. C'est cool. Ouais. C'est cool. Et juste une petite question, tu as plus ou moins répondu, mais on a plusieurs personnes qui se posent la question, c'est au niveau de ton matériel, il y a Laïla, par exemple, Aqua Laïla qui pose la question, au niveau de ton matériel, qu'est-ce que tu as acheté de particulier pour perfectionner ou même commencer ton podcast? Alors, j'utilise toujours mon ordinateur pour faire les enregistrements. J'utilise jusqu'à présent, j'utilisais Zencastr au niveau de la plateforme d'enregistrement. En version gratuite, donc je sais pas si c'est depuis le confinement, en fait, ça arrête pas de bugger, donc peut-être qu'il faudrait que je passe un abonnement payant. En termes de matériel, alors maintenant, donc je suis plutôt sur Skype comme on est aujourd'hui. Et en termes de matériel pour enregistrer, donc je me suis acheté un micro, mais c'est un micro à 25 €, quoi, donc c'est pas extraordinaire, mais ça fait le job. Et puis c'est tout. Après, j'ai un casque, mais que j'avais déjà, et voilà. Et après, j'ai quand même 2-3 frais parce que il y a la musique, la petite musique d'intro, le nom de domaine, l'hébergement de mon site que j'ai créé ce week-end. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est pas. Enfin voilà, c'est encore un loisir. Ouais, il y a un petit budget, mais ça reste un loisir raisonnable quand on voit ce qu'on dépense dans nos loisirs créatifs. Je me dis bon, ça va encore. Et tu viens de parler d'un site d'hébergement. Est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu ce que tu as fait ce week-end? Alors, c'est que j'ai créé mon site web pour le podcast. Parce qu'avant, je mélangeais tout en fait sur mon blog motifaddict.fr. Et je me disais que ça faisait quand même quelques semaines, quelques mois que j'y pensais. Je me disais que si je voulais aussi que le podcast prenne une autre dimension, il fallait certainement que j'ai un site web dédié au podcast. Voilà. Donc du coup, je me suis lancée. Moi, j'ai déjà fait, je sais pas combien de sites sur WordPress, donc c'est pas vraiment un souci. Mais j'ai quand même eu un petit excès de confiance, je pense, ce week-end, et du coup, il y a 2-3 trucs où je me suis un peu trop, j'ai un peu trop pris la confiance, comme disent les jeunes. Et parce que j'ai 38 ans, hein, je suis vieille. Et non, je rigole. Il y a Sabine qui dit non. Et bref, voilà, donc voilà, mon site, je l'ai fait ce week-end sur WordPress. Et quelle est l'adresse? J'en ai pas trop parlé, c'est podcast-femain.fr. Voilà, vous pouvez aussi normalement faire podcast-femain tout attaché.fr et ça marche aussi. Wow. J'ai encore 2-3 bricoles à gérer, mais voilà, les 2 noms de domaine fonctionnent. Non, ça c'est génial. Moi, je suis en pleine création de site internet aussi. Ça fait longtemps que j'ai un blog, je suis sur WordPress depuis longtemps aussi, mais je sais que tu peux te prendre la tête pendant au moins, je sais pas, des jours et des jours sur un petit truc sur WordPress, et ça prend un temps fou, quoi. Donc, merci vraiment pour toute l'énergie que tu mets dans le podcast, dans tout ça. On espère vraiment pour toi que ça va payer et que ça va décoller et que tu auras plein d'écoutes et que ça t'apportera plein de bonnes choses.
Et ça marche déjà super, hein. Nous, on est fans. Franchement, la communauté aquarelle, franchement, t'as révélé des trucs dans la communauté aquarelle. Tu vois, quand t'as fait l'interview de Marie ou de Jenny, quand Jenny a dit il faut faire des vidéos, on a tout été en train d'en faire et tout. Et vraiment, franchement, moi, ça me... Écouter ces podcasts-là, surtout là, les aquarellistes, mais j'ai eu l'impression de comprendre des choses en plus. Enfin, c'était trop bien. Voilà. Il faut que tu réinterviewes des aquarellistes, hein, encore, d'autres. Oui, promis. Mais en même temps, tu vois, il y a plein de personnes, enfin plein, j'exagère. Mais il y a quelques personnes qui m'ont dit « Mais tu t'es spécialisée dans l'aquarelle ?» Oui, c'est bien. C'est parce que les aquarelles. Non, mais c'est intéressant, les autres aussi. Les autres, c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que ça nous parle tellement quand c'est l'aquarelle que pour nous, c'est énorme. Ouais, c'est sûr. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a énormément de personnes dans... Alors, comment je vais dire, la communauté, mais ce qui est pas évident, c'est que finalement, enfin, ce qui est pas évident, c'est pas non plus dramatique, hein, mais sur Instagram, donc le compte, il grossit petit à petit, mais je pense qu'au final, il y a plus de personnes qui écoutent le podcast que ceux qui sont sur Instagram. Oui. Mais voilà, la partie émergée, c'est Instagram, donc c'est vrai que j'avais hâte déjà de passer ce premier palier des 1000 followers, forcément. Et à côté de ça, tu vois, je crois que c'était Caro from Woodland, et je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça aussi, peut-être Marie, qui disait oui, mais finalement, pour un podcast, Instagram, c'est peut-être moins important. Ouais. Ben, je sais pas, parce qu'à côté de ça, par exemple, alors Pauline Legnaud qui fait le gratin, ou Vlan, Grégory Pouy, Vlan, il est quasiment à 10 000 followers sur le compte du podcast. Bon, Pauline Legnaud, c'est un peu différent, elle n'a pas de compte Insta pour le podcast, mais elle a son propre compte où elle a 20 000 personnes, etc. Donc, je pense qu'il y a certainement quand même une place au niveau d'Insta pour avoir un compte un peu plus dynamique, un peu plus fourni, entre guillemets, c'est pas le bon terme. Parce qu'en fait, toi, le fait d'avoir un compte assez fourni, qu'est-ce que ça t'apporterait qui te plairait, en fait, de plus que ce qu'il y a déjà? Ouais, en fait, je me pose souvent la question parce que des fois, un peu comme tout le monde, je déprime. Alors, c'est pareil, je déprime. Hein, c'est un peu exagéré, mais ça me met un petit coup quand même au moral quand je vois qu'en fait, il se passe pas grand-chose, ou qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement comme je voudrais, ou que ça grimpe pas assez vite. En fait, derrière, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est juste un besoin de reconnaissance. Voilà, de flatter un peu son ego. Et puis après, je me dis aussi, oui, mais en même temps, tu as des super retours. Et l'essentiel, c'est quand même ça. C'est finalement pas que le chiffre, et c'est juste de savoir que les gens sont contents d'écouter, que ça leur fait du bien. Enfin, fait du bien. Ça leur plaît, comme à moi. Et finalement, c'est peut-être juste ça l'intérêt, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance on est dans une société de croissance. Et donc, tu veux toujours que ce soit plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Et alors, je vais un peu digresser, mais comme en ce moment, on vit quelque chose une situation particulièrement difficile, on se dit aussi c'est peut-être le moment justement d'arrêter cette croissance à tout prix et d'être plutôt dans la décroissance. Donc, j'essaye aussi de me dire, attends, tu te détends un peu, et en fait, c'est pas grave, quoi. S'il y a que, en ce moment, 1100 et quelques followers sur Insta, finalement, c'est là où ça doit être. Et puis, en fait, voilà. Parce que derrière, mon idée, en fait, j'ai pas l'ambition d'en vivre. Je pense que c'est illusoire de se dire... Alors, illusoire. En même temps, je viens de découvrir Bliss Stories. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui connaissent, mais moi, je connaissais pas encore. Qui est un podcast plutôt sur la maternité et tout ça. Et la podcasteuse Clémentine, elle en vit. Après, je sais pas de quelle manière, dans quelle proportion, etc. Mais en fait, c'est déjà ce que je dis sur les épisodes. Tout dépend en fait du niveau de salaire que tu veux atteindre. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le podcast, je peux pas atteindre le niveau de salaire que j'ai aujourd'hui. Et je gagne pas des milliards, hein, mais je pense que ça peut pas fonctionner. Donc après, c'est juste éventuellement un petit complément ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir que ça progresse. Voilà. Moi, je peux te dire aussi que, par exemple, ça a participé, le podcast, à mon changement de vie, tu vois. Par exemple, d'écouter les aquarellistes, les entrepreneuses, de voir que c'était possible.
Bah écoute, franchement, voilà, Mélanie, tu as un peu changé ma vie. En tout cas, tu fais partie de mon projet et voilà, je profite pour te dire merci parce que vraiment d'être là pour nous comme ça, de nous donner du courage, de partager tous ces destins un peu d'entrepreneuses créatives. Voilà, ça nous fait du bien. Donc tu nous fais du bien et même si tu fais du bien à une ou deux personnes, mais je suis sûre beaucoup plus en fait, parce que comme tu le disais, il y a plein de gens qui restent silencieux, qui écoutent, qui aiment, mais qui disent pas forcément. Donc voilà, tu fais beaucoup de bien autour de toi, donc on a envie de te dire merci. Voilà. Alors, c'est trop gentil, merci beaucoup. Mais tu as raison, hein, je pense qu'en fait, il faut juste que je me focalise là-dessus les jours de moins bien et de me dire, bah ouais, je me remettrai ce passage en boucle quand j'aurai le moral. Oui, parce que finalement, parmi tes 1000 followers, bah, il y en a vraiment, vraiment un très grand nombre qui est vraiment là, quoi. C'est pas juste abonné juste comme ça, c'est vraiment des vrais gens, des gens qui te suivent vraiment. C'est un vrai engagement et c'est ça le plus important parce que sur Insta, des fois, tu peux avoir beaucoup d'abonnés et en fait, tu n'as qu'une infime partie qui te suit vraiment. Ouais. C'est vrai. Mais oui, et puis après, bon, je me dis aussi, oui, qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à ça et qu'en fait, c'est qu'un chiffre et que ça veut rien dire et que ça remet pas en cause qui je suis et voilà, et ce que je fais. Mais c'est vrai que un petit peu comme tout le monde, quand tu as envie aussi de peut-être d'avoir quelques partenariats sur ton compte, tu te dis aussi que le chiffre quand même a de l'importance. Oui, c'est vrai. Donc abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, oui. Et écoutez tous les podcasts. Ouais, tous les épisodes. Moi, j'ai tout écouté. Bon, moi, je vais me confesser, mais Mélanie, je t'ai déjà confessé que comme j'écoute énormément de podcasts en allant au travail à pied, là, ça me freine la situation. Mais je vais tout rattraper une fois que j'aurai de trouver des moments pour me balader parce que c'est vraiment l'idéal. Pareil que toi, j'adore écouter des podcasts en faisant autre chose. Ouais. Et c'est vrai que les tiens ont accompagné nombre d'allers-retours au lycée. Voilà. Moi aussi, hein, j'en écoute moins en ce moment. Ouais. Mais bon, sache que tu nous accompagnes. Voilà, ça c'est cool. Moi pendant mon ménage, tu le sais. Et Claire pendant sa balade. Donc moi j'ai une question pour toi. Je pense que là tout le monde va tendre un peu l'oreille parce que je te cache pas qu'il y a beaucoup d'entre nous qui rêvent secrètement d'être invités à ton micro. Donc d'ailleurs, Claire et moi on est vraiment vraiment ravis d'être là. Et donc dis-nous tout. Comment est-ce que tu choisis tes invités? Donc invités EES pour l'instant puisqu'il n'y a eu que des filles, donc c'est un peu le girl power. Mais dis-nous tout. Est-ce qu'il faut qu'on t'envoie des chocolats, des cartes avec des petits mots d'amour? Dis-nous tout. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup le chocolat. Mais... Noir au lait ou... Alors moi, je suis plutôt praliné, mais bon. D'accord, je retiens. Donc en fait... globalement, je choisis, ça va être très con, mais je choisis ce que j'aime. Donc c'est l'avantage de pas avoir de compte à rendre, enfin d'avoir de compte à rendre à personne, c'est que je fais juste au feeling et à ce qui me touche, parce que je trouverais que ça serait horrible de parler d'un travail avec lequel j'ai pas tellement d'affinité, quoi. Voilà, donc c'est plutôt, c'est juste personne n'a candidaté. C'est juste les personnes, les créatrices que j'aime. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la plupart, c'est quand même des personnes que je suis depuis longtemps et où en fait du coup ça me fait hyper plaisir qu'elles acceptent parce que y a cette relation un peu qui se crée, même si des fois c'est un peu unilatéral. Enfin, c'est même pas que c'est unilatéral, mais c'est une relation un peu superficielle parce que, comme je vous le disais, en fait. Je faisais partie des gens qui restaient un peu dans l'ombre. Donc, je likais et j'aimais beaucoup, mais jamais je disais c'est vachement sympa, j'adore, c'est magnifique, etc. Et ce que je fais maintenant au final, parce que, et à chaque fois avec sincérité, hein, je me force jamais. Et pareil, quand je partage en story et tout ça, c'est vraiment des choses qui me touchent. Et voilà, donc c'est juste...
c'est juste au feeling. Et puis, ça peut être aussi un feeling avec la personne en tant que telle. Enfin, voilà, c'est un mix entre mes goûts personnels pour la création et pour la personne. Après, j'avais une question, mais en fait, tu as plus ou moins déjà répondu. C'était comment tu as abordé, comment tu abordes les personnes que tu veux interviewer et donc quelles sont leurs réactions en général et est-ce que tu as eu beaucoup de refus parce que les gens sont un peu réticents à l'idée de passer à la radio, ou est-ce que tout le monde est super emballé par le projet comme Anne-Claire? Ah oui, j'ai oublié de dire un truc quand même. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même que je sois très honnête, il y a quand même quelque chose aussi qui est lié à la popularité du compte Instagram, si je suis très très honnête. Parce que comment dire, vu que je ne gagne pas d'argent avec le podcast, je peux pas faire de campagne de publicité, parce que je pourrais aussi me dire, je vais aller recruter entre guillemets des auditeurs sur Instagram en faisant des campagnes, etc. Je ferai pas ça parce que j'ai pas les moyens de le faire, enfin pas parce que je veux pas le faire, en fait je veux pas mettre d'argent pour recruter des auditeurs, et donc fatalement parce que c'est quand même ça peut-être vous, enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais en fait fatalement je regarde le nombre de followers et la taille de la communauté de la créatrice. Donc je sais pas si ça vous paraît purement calculateur comme manière de faire ou quoi. Non, ça vous choque pas? Mais non, parce que ça veut dire que la personne, enfin ce qu'elle va dire, ça va intéresser beaucoup de monde, vu que toute sa communauté va être intéressée, enfin une grosse partie en tout cas. Exactement. Et encore une fois, là, je rejoins, je crois que c'était Jenny qui disait qu'en fait, il faut aussi, quand on a une petite communauté, donc ce qui est mon cas sur le compte du podcast ou mon compte perso, c'est pas pour autant que ce qu'on fait, nos créas, elles sont pas au niveau, quoi. C'est simplement que voilà, on n'a peut-être pas encore trouvé la bonne manière, ou qu'on n'a pas mis suffisamment de temps, parce que c'est aussi beaucoup de temps pour développer un compte Instagram. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas, si vous avez 500 personnes sur votre compte, effectivement, je vous proposerais peut-être pas de faire un enregistrement ensemble, mais en même temps, ça dénature pas la qualité de votre travail, quoi, de vos créas. Donc effectivement, je me base aussi sur la taille de la communauté, parce que comme tu disais, Anne-Claire, tu te dis aussi que c'est des personnes qui vont être, il va y avoir des personnes intéressées pour entendre le parcours des créatrices. Et évidemment, derrière, quand ces créatrices partagent l'épisode, c'est comme ça que la diffusion se fait et que la communauté grossit. Après, voilà. Pour moi, tu n'as pas interviewé que des très très gros comptes, en fait, parce que tout à fait. Des fois, tu avais interviewé Andrea, elle n'avait pas un si grand compte à l'époque, elle avait peut-être 2000, 2500 abonnés. C'est ça. Là, tes dernières invitées, c'est un peu pareil. Donc, tout à fait. Effectivement, tu fais bien de le dire, Sabine. Isa Scrap Création, c'est pareil, je crois qu'elle, peut-être à l'époque ou en ce moment, elle est entre 1000 et 2000, il me semble, followers. Bleu Carmin, Andrea, c'est pareil, même si son compte a grossi là, ces derniers mois. Pipo et Lula, voilà, donc c'est effectivement là purement des comptes que c'est pareil, que je suivais depuis longtemps et qui me plaisaient. Et puis au début, je me disais aussi que c'était peut-être plus facile qu'elles étaient peut-être aussi plus accessibles. En même temps, Marie, elle a tout de suite accepté et elle avait déjà, je crois, 15 000 followers à l'époque. Ouais. Ou peut-être 20 000, je sais plus. Ouais, même 20 000 peut-être. Ouais. Et puis après, oui, là, dans les derniers, Carrasco et la Presqu'Ilienne, elles ont moins de followers, mais j'adore ce qu'elles font, quoi. Vraiment, c'est. Mais c'est ça qui est bien, c'est que on voit que t'es pas seulement là-dedans. C'est un mix en fait d'un peu de tout et c'est vrai ça qu'on aime, quoi. Et effectivement, il y a la dimension humaine aussi. Et Émilie de Carrasco, je l'avais rencontrée à Chambéry pour un marché de créateurs. Et c'est pareil, le feeling était bien passé. Et puis voilà, puis j'aimais bien la manière de présenter ses créas, ce côté un peu poétique, etc. Mais j'avais pas autant perçu ce côté
ouais, la poésie qui sort de la bouche en direct, quoi. C'est pas juste, elles se prennent la tête pendant 10 heures à écrire un post. Ça sort naturellement comme ça. Donc voilà, oui, après, effectivement, c'est assez un mix, quoi, finalement, de tout ça. Et en tout cas, c'est vachement sympa. Et comme je disais, c'est les partages, quoi, qui sont au final vachement sympas. Voilà. Et donc le premier partage, c'est avec l'invité, et puis après de partager avec tout le monde. Et à chaque fois, en fait, ces derniers mois, je dis souvent aux invités, tu vas voir, normalement, ça fait un petit shoot de confiance en toi. Et j'aime bien cette formulation parce que, en fait, c'est vrai que tu te prends c'est que de la bienveillance, quoi. Les retours suite aux épisodes, c'est que ça. C'est que c'était trop cool de vous entendre, etc. Alors, il n'y a pas 150 personnes qui me disent ça, hein, je vous rassure. Mais en fait, les quelques, je sais pas, entre les commentaires, les messages privés et les stories, il y a peut-être 15-20 personnes maximum. Mais en fait, c'est vachement sympa. Ouais, carrément. C'est les petits nombres, mais les meilleurs. Voilà, les meilleurs, toujours là. Ouais. Il y a les retours que moi j'ai, mais souvent elles en ont aussi en direct et que moi je vois pas passer, quoi. Soit des messages privés, soit des stories sur lesquelles je suis pas taguée et donc je les vois pas, etc. Donc c'est vrai que du coup c'est quand même assez sympa. Et comme en plus souvent quand même il y a une caractéristique commune, je trouve, aux créatrices, elles disent souvent qu'elles ont pas hyper confiance en elles. Et finalement ouais, c'est un peu un moment de pur d'amour et de bienveillance et c'est tout, quoi, en fait, après la diffusion. Donc c'est vachement sympa, je trouve. C'est pour ça que ça te manquait autant? Sûrement, t'as raison. Alors, on se demandait aussi, donc tu nous as expliqué un petit peu tout ton parcours autour du podcast, mais concrètement, entre le moment où Letty Bricole t'appelle, te dit on enregistre, tu t'installes, pof, et la diffusion, donc pour le premier épisode ou même maintenant pour les autres épisodes, comment ça se passe entre le moment où tu contactes la personne, elle te dit oui, et le moment où nous, on écoute le podcast? Alors, aujourd'hui, j'ai en moyenne, je publie un épisode tous les 10 jours. Quand j'ai fait mes stats, alors là, au mois de mars, ça a un petit peu tout foiré, mais c'était à peu près ça avant. Quand j'ai fait mes stats, au début, je me dis, mais purée, comment t'as fait? Ça m'a paru assez dingue d'arriver à sortir un épisode tous les 10 jours. Et en fait, j'allais dire aussi, tout dépend du nombre d'enregistrements que j'ai un peu en stock, entre guillemets. Et donc là, par exemple, j'ai déjà 3 épisodes qui sont enregistrés. Il y en a un autre qui est monté, mais j'ai quelques modifs à faire. Globalement, en fait, si j'ai pas de stock, l'épisode, il peut sortir une dizaine de jours après, entre 1 semaine et 10 jours après l'enregistrement, parce que c'est à peu près le temps qu'il me faut pour le monter. Pour monter un épisode, généralement, c'est des épisodes entre 1h et 1h30. Et il me faut à minima le double, mais souvent un peu plus quand même, du temps de conversation. Donc c'est plutôt 4 heures ou 5 heures de travail par épisode pour le montage. Parce qu'il y a le montage, puis la petite intro et l'outro que je fais. Après, donc, je remonte tout. Donc ça, c'est 4-5 heures de travail. Et après, évidemment, il faut que là où les créatrices, elles valident, elles l'écoutent, et elles valident et éventuellement qu'elles me fassent faire 2-3 petites modifs. Mais la plupart du temps, elles le font pas, elles disent ok, très bien, et on diffuse. Voilà. Et après, j'ai pas de calendrier éditorial comme je devrais avoir. C'est une fois qu'elle m'a dit go, généralement, je suis tellement impatiente de le diffuser que je fais ça dans la foulée et je choisis juste le bon moment par rapport à Insta. Donc, je vais pas le diffuser le matin, mais je peux, soit je diffuse le midi, soit plutôt le soir. Et du coup, comme je fais toujours tout dans la foulée et un peu dans la précipitation quand même, l'organisation, c'est pas une de mes plus grandes qualités. Et du coup, je fais mes petites questions pour vous faire deviner la prochaine invitée ou les prochaines invitées. Toujours, en gros, même pas une demi-journée avant de diffuser, quoi. Je sais que de toute façon, je diffuserai dans 3-4 heures. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai oublié de répondre à ta question, Sabine, sur
Est-ce que les invités, est-ce que les créatrices auxquelles je propose, elles me disent toutes oui, combien j'ai de refus et tout ça. En fait, soit j'ai pas de réponse, mais ça arrive assez peu maintenant. C'est vraiment sur les premiers, c'est plutôt sur les premiers épisodes, enfin les premiers temps où il y avait certaines créatrices qui me répondaient pas. La plupart du temps quand même, globalement, elles me disent oui. Après, c'est pas forcément toujours évident de trouver le bon timing. Donc, il y a des personnes avec lesquelles je suis en contact depuis très longtemps et j'adorerais qu'on fasse un épisode, donc je les lâche pas. Mais en même temps, je veux pas leur mettre la pression parce que je vais quand même pas les harceler, quoi. Faut quand même que ce soit du plaisir. Et donc, mais je désespère pas et de temps en temps, je fais des petits coucous. Il y a par exemple Adeline Clam. Je rêve vraiment de l'avoir un jour dans le podcast et elle est partante, mais on n'arrive pas encore vraiment à synchroniser nos agendas. Donc voilà. Et après, les quelques créatrices qui étaient pas chaudes, vraiment c'est pas arrivé souvent. Et c'est plutôt parce qu'elles se sentent pas légitimes pour parler ou ce genre de choses, ou pas à l'aise pour en parler de vive voix, ce qui était le cas pour Créer Enfantin, par exemple, l'épisode 19. Mais voilà, après, du coup, elle m'a envoyé ces petites réponses par écrit, donc je trouvais ça cool, dans tous les cas, de partager un peu, quoi, de répondre aux questions. Donc voilà, pas trop de refus quand même c'est plutôt après pas de réponse, quoi. Après je ne m'offusque pas et je fais une relance une fois, mais c'est tout, parce que je veux pas que la personne se dise c'est quoi cette lourdingue, quoi, qui m'envoie un message toutes les semaines et tout. Donc je suis hyper c'est important pour moi que ce soit très que ça vienne des deux côtés. Ouais, voilà. Je vais pas insister, quoi. Si elles le sentent pas, c'est leur droit et ça s'arrête là. Et après, il y a des personnes aussi qui m'avaient pas répondu au départ, et puis finalement, par exemple, c'était le cas avec Gaëlle, elle en parle au tout début de l'épisode. En fait, c'est pareil, ça fait partie des personnes que je suis depuis super longtemps. Et donc elle avait pas répondu à mon premier message et ma relance. Et donc après, je leur avais dit, c'est ma seule relance, en fait, parce que je veux pas du tout vous harceler. Donc, je les tutoie, mais je veux pas t'harceler. Donc, en fait, je ferai pas de relance. Et puis, par contre, le jour où j'ai vu qu'elle s'était abonnée à mon compte, alors là, j'étais comme une dingue. Et du coup, je lui ai fait un petit coucou en lui disant, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais envoyé un petit message. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'était pareil pour l'encrerie marine aussi. Et le fait de se rencontrer, en fait, à Chambéry, pareil, au marché de créateurs en décembre, celui où il y avait aussi Carrasco, du coup, voilà, je suis allée la voir et comme j'étais pas vexée qu'elle m'ait pas répondu, parce qu'en plus, c'était certainement un peu le coup de bourre pour elle en décembre. Donc, je suis allée la voir et puis je lui ai dit, quoi, que j'avais fait un petit message et tout ça. Parce que je crois que c'est ça qui est important au final, c'est de toute façon pas se vexer, quoi. Si c'est pas le bon moment, c'est juste pas le bon moment. Et on sait tous que Instagram s'immisce beaucoup dans nos vies et que si tu reçois un message pendant que tu es en train de faire prendre le bain à tes enfants ou pendant un plein repas ou quoi, tu le zappes et puis après il y en a plein d'autres qui arrivent derrière, etc. Donc voilà. Anne-Charlotte aussi, à chaque fois, elle me disait mais relance-moi parce que j'ai trop de messages, je le vois plus, et après je le perds et tout, donc relance-moi. Voilà. Mais c'est rigolo parce que derrière, il y a une vraie relation, alors pas avec toutes, hein, mais il y a une relation très sympa qui perdure après l'épisode. Donc c'est vachement sympa. Wow. Je vous avais dit que j'étais pipelette, hein. Moi, très bien, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Et juste pour finir sur la question du podcast, donc qui te prend quand même beaucoup de temps, mais tu nous as dit que c'était aussi quelque chose qui te détendait beaucoup. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est chronophage, mais dans le bon sens. Et est-ce que donc tu ne gagnes pas d'argent pour le moment, en tout cas avec le podcast, mais tu aimerais peut-être des partenariats? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intérêt d'un partenariat avec un podcast? Enfin, c'est quelque chose qui peut paraître un peu étonnant au premier abord. Quelles enseignes tu aimerais avoir comme partenaire? Enfin, et qu'est-ce que ça apporterait? T'es pas obligé de... Tu peux couper, hein. Au montage, Gemma. Non, justement, j'allais dire, alors comme tu sais des choses, je vois très bien là où tu veux m'emmener. Et je ne sais pas encore si je vais le dire ou pas. Non, alors...
Le partenariat, pour moi, j'ai beaucoup hésité avant, avant de me dire, avant de me lancer à essayer de provoquer un peu le destin. C'est-à-dire, pour être très, très honnête, quand je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance et je vais créer un podcast, je me souviens avoir dit, j'ai 2 amis très proches et puis à ma mère aussi, je leur avais dit, je vais lancer un podcast et puis mon objectif ultime, c'est de le faire sponsoriser par Cultura. Voilà, ça c'était le truc de départ. Et en me disant, c'était un peu l'objectif ultime, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit, oui, mais alors le sponsoriser, ok, mais dans quel sens? Donc mon métier, c'est la com, c'est les campagnes pub et tout ça, je connais ça très bien. Et en tant que consommatrice aussi, bah, je vois bien la réticence qu'on a avec le côté pub. Donc c'est pour ça que la sponsorisation avec un petit message publicitaire au départ, quand moi je l'entends sur les podcasts que j'écoute, alors c'est assez peu fréquent, mais du coup aussi je me dis bon, ça me casse un peu les pieds quoi finalement d'avoir cette pub au démarrage de l'épisode. Donc j'ai beaucoup hésité avant de contacter Cultura et essayer de leur proposer quelque chose parce que voilà, je voulais pas rentrer dans ce côté pub et je voulais autre chose. Après, pourquoi c'était important d'avoir un partenariat, je me dis aussi que effectivement, ça me prend quand même pas mal de temps. J'aimerais bien aussi pouvoir peut-être investir dans un micro un peu plus sympa, peut-être avec un enregistreur pour si je dois faire des interviews en physique. Avec l'ordinateur, tout ça, c'est plus adapté. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Pareil, sur SoundCloud, c'est la diffusion aujourd'hui de mes épisodes, je la fais pas parce que l'abonnement, il est payant. Donc il y a les premiers épisodes, mais il n'y a pas le reste. L'hébergement du site, voilà, c'est quand même quelques euros par mois, tout ça. Donc voilà, je me dis, c'est sûr que si je pouvais valoriser un peu ce travail et compléter un peu mes revenus, c'est clair que ça me ferait vachement plaisir. Puis en plus, j'ai l'ambition quand même d'acheter une maison un jour, si on y arrive et qu'un jour on a le droit de sortir de chez nous bref, et qu'on a encore nos euros qui valent quelque chose. Enfin, je ne veux pas pourrir l'ambiance, mais c'est un peu des questions un peu qu'on a en ce moment. Et bref, donc voilà, je me dis, ouais, ça pourrait être sympa. Et puis, je crois que c'est Marie aussi avec laquelle j'en avais parlé et qui m'avait dit, ouais, mais ça donne aussi une certaine assise quoi, au podcast. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça formalise. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais ça fait un truc peut-être un peu plus pro. Bon. Donc voilà, sur ce sujet-là, donc avec Cultura, on a initié des choses et j'étais super contente de voir que le concept leur plaisait, mais avec le confinement, c'est cette semaine où il devait se passer quelque chose et finalement ça se fait pas évidemment, donc du coup voilà, ça met les choses un peu en stand-by. Alors c'est pas très grave parce que finalement déjà le simple fait de savoir que le principe leur plaît et qu'ils ont trouvé ça cool, déjà ça me fait hyper plaisir quoi. Voilà. Mais après moi ce que je voulais pas, c'est et que j'ai dit à Cultura, alors je suis pas une très bonne négociatrice, mais ce que je voulais pas c'était avoir à gérer des annonceurs, voilà, ce côté pub, etc. et passer du temps à gérer des relations avec des partenaires. Parce que je préfère avoir quelque chose un peu sur le long terme et puis je veux pas comment dire, l'influence c'est pareil, encore une fois je connais quand même assez le sujet parce que c'est mon boulot et donc l'influence aussi c'est délicat parce qu'il y a un moment donné où l'influenceur ou pour l'instant plutôt micro-influenceur que je pourrais être, on peut aussi avoir des doutes sur la légitimité de mon intérêt pour des marques. Et comme on a tous, en fait, quand on voit des Instagrammeurs ou des blogueurs, etc., peu importe, mais qui font des partenariats avec des marques,
c'est toujours pareil. Est-ce que finalement elles aiment vraiment la marque ou est-ce que c'est juste un annonceur dans la relation purement, dans une relation purement mercantile, quoi, marchande. Mais toi, clairement, Cultura, c'est une enseigne que tu apprécies et à laquelle tu vas, tu te fournis. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu avais même en amont. C'est pas quelque chose qui t'est venu dessus et dont tu voudrais profiter. Exactement. Et c'est pour ça que j'en parle aussi là, même s'il n'y a rien qui est vraiment fait. Il y a rien de très avancé. Mais pour moi, c'est exactement ça. J'ai un lien affectif avec Cultura. Je me souviens, pareil, on avait parlé avec Caro à la fin de l'épisode quand on avait arrêté l'enregistrement, mais pourquoi Cultura? Et en fait, j'ai un lien. Mon mari est bordelais et donc du coup, on va souvent à Bordeaux. Et donc tout ça pour dire parce qu'en fait, à Grenoble, il n'y a pas de Cultura. Donc quand je vais à Bordeaux, je vais forcément, j'impose d'aller passer un petit moment dans les magasins Cultura, parce qu'il y en a plusieurs, et d'ailleurs le plus grand à Bègle le plus grand est à Bègle dans la communauté d'agglomération de Bordeaux, et puis en plus j'ai postulé chez Cultura dans un poste e-commerce, c'était il y a 3 ans avant que je change de boulot. Et c'était à peu près à cette période-là, et ça m'avait laissé une super expérience RH, quoi. Je les avais trouvés top là-bas, même si au final, donc j'ai pas été prise, hein, mais voilà, j'aurais adoré travailler là-bas, et donc du coup, je me dis c'est un peu ma revanche entre guillemets, avec le partenariat, d'essayer de monter quelque chose avec eux. C'est marrant parce que c'est vraiment ce qu'on disait aussi sur ton choix d'invité, c'est quand même aussi beaucoup des choix de cœur au final que tu fais. Oui. C'est vraiment. Mais oui. On sent que tu donnes beaucoup à travers le podcast. C'est ça qui est beau. J'ai une petite question de Caroline, justement, que tu viens de citer. Donc, te demande si toi-même, est-ce que tu as appliqué les conseils de tes invités? Et si oui, lesquels? C'est une bonne question, ça. Je crois pas. Non. Pour Insta, oui. Pour Insta, et puis en plus, souvent, Caro, comme c'est son boulot aussi au niveau des réseaux sociaux et tout ça, le community management, des fois, je viens la voir et je pleure un peu auprès d'elle sur son épaule. Et donc, non, mais parce que ça va pas assez vite ou tout ça. Mais non, si, j'écoute. Je prends aussi les conseils pour moi. Après, la différence, c'est que moi, quoique, j'allais dire, je compte pas vendre mes créations. Alors, c'est plutôt que je compte plus vendre mes créations, parce que cet été, quand je me suis dit, allez, c'est bon, je vais lancer mon podcast, et en même temps, parce que c'était exactement au même moment, avec mon amie Nadège dont je parlais tout à l'heure, on avait monté notre micro boutique Popeline et Papier, et à ce moment-là, je me disais, je vais vendre 2-3 trucs, etc. Et puis, alors déjà, il y a le podcast qui me prend beaucoup de temps, donc j'ai quand même pas tout le temps que je voudrais pour aussi créer, que ce soit des cartes ou des petites choses en couture. Et puis, je vois bien que le podcast, finalement, m'apporte plus que la création et la vente, parce que sur la partie création, là, par exemple, à Noël, j'ai vendu quelques cartes, mais c'est tout, en fait. Ça n'a pas vraiment décollé. Après, j'y ai pas mis des moyens énormes. On n'a pas de site web. Sur Etsy, on n'a rien mis. Bref. Mais parce que je voyais bien aussi que j'avais plus envie de développer finalement le podcast que la partie un peu vente. Donc du coup, je suis pas dans cette dynamique de vendre quelque chose. Et la seule, donc je suis plutôt dans la dynamique de développer le podcast. Et le seul truc en plus que j'aimerais bien faire, mais où c'est pareil, je me motive pas beaucoup, c'est la création d'un livre sur la création de cartes. Voilà. Et donc effectivement, ça me ferait bien kiffer, mais je vois aussi le temps que ça demande. Et pour l'instant, je n'ai pas passé encore l'étape de déjà réunir, préparer un manuscrit, ça j'en suis encore loin, quoi.
Donc voilà, mais en tout cas, oui, je crois que le conseil principal quand même que tout le monde donne, c'est qu'il faut s'écouter et c'est bon, il faut y aller et il faut se lancer. Donc après, ça demande juste un petit peu de temps et encore une fois, de faire des choix et trouver les priorités. J'avais une petite question, je relaye de Watercolor Sister qui te demande si tu peux faire un peu de teasing. Ah ouais. Prochain épisode. Alors, le prochain, alors le tout prochain, mais du coup, oui, mais alors, ouais, donc ça veut dire qu'il faut que je diffuse le nôtre avant. Ça marche. Mais c'est ce que j'avais prévu de faire. Donc, le tout prochain, mais je pense que je le diffuserai quand même avant notre conversation, c'est Mélanie Jean, qui est éditrice chez Mongo Édition. Mais celui-ci, à mon avis, sera déjà diffusé. Et c'était excellent, en fait, parce que du coup, comme j'avais ce projet, moi aussi, ou cette envie de création de livres, du coup, je lui posais vraiment mes questions à moi, quoi. Et donc, sur les autres créatrices, alors, on va avoir, que je me remette dans l'ordre, Illustration de patrimoine, avec Anne, qui fait quelque chose que j'avais jamais vu au niveau de l'illustration, parce qu'il y a beaucoup d'illustratrices et illustrateurs, mais là, c'est vraiment, elle a une formation d'architecte, et donc du coup, elle fait des illustrations très, alors je me souviens plus le terme qu'elle a utilisé, mais c'est très rectiligne, c'est noir et blanc, c'est vraiment le design d'une maison, quoi, mais d'un point de vue architecture, mais pas dans le côté construction, mais vraiment le côté design. Enfin voilà, c'est très sympa ce qu'elle fait. Après, j'ai Estampapier. Estampapier, elle fait des origamis, donc elle travaille le papier et puis le papier washi. Donc ça fait des petites grappes donc elle appelle ça des diamants, mais ça s'appelle aussi des pampilles. Voilà, donc ça c'est, et puis elle est super punchy, c'était trop, enfin voilà, on a bien rigolé encore pendant l'enregistrement. Donc ça c'est Astrid d'Estampapier. Et la troisième que j'ai enregistrée, c'est Viviane. Et là, on va parler de crochet, donc qui est un milieu que je connais pas du tout. Et son compte, c'est Happy Crochet, etc. Voilà. Et voilà, pareil, hyper sympa. Mais à chaque fois, voilà, c'est vraiment des bons moments, quoi, avec chacune. Voilà, sur le teasing de ce qui est enregistré. Et après, dans ce que j'ai pas encore fixé, je vais peut-être pas en parler parce que ça risque de se faire dans quand même quelques semaines. Voilà. Mais il y a plein de choses sympas. Des aquarellistes Ah, des aquarellistes je crois pas. Et là, c'est le drame. Alors, on arrête tout de suite, là. C'est bon. Sabine, tu rêverais d'entendre qui? Moi? Oh, je sais pas. Moi, je suis pas... C'est vraiment difficile. Non, moi, je me laisse porter par tes choix. Et Anne-Claire, toi, tu me recommanderais qui? Moi, j'ai déjà entendu beaucoup... Hein? À part toi, je disais. D'accord, non, mais moi, je ne vends rien, donc je ne corresponds pas à tes critères, donc je ne peux pas. Mais du coup, non, au niveau des aquarellistes, peut-être Petit Atelier de Jus et Camille Bliss. Ouais, ça marche. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Ça marche. Ok. Mais Camille et le Petit Atelier de Jus, je crois pas qu'elle vendent encore. Alors c'est ça, mais Camille quand elle vendra. Camille quand elle vendra, tu promets. Hein. Ça marche, ouais, non, mais ça me va très bien. J'adore ce qu'elle fait, Camille. Mais sinon, qui c'est qui a une entreprise qui s'est vraiment lancée, je sais pas. Il y a Marie Deligny. Ah oui? Oui. Ouais. Moi, il y a une artiste que j'adore, une française qui s'appelle Clémentine, qui est à Sydney. Mais bon, c'est un peu loin tout ça. Mais bon, regarde par Skype, c'est possible. Hein. Ouais, c'est pas gênant. Et après, elle a fait l'école des arts, tout ça. C'est une vraie artiste, quoi, pour moi. C'est syndrome de la Booster, quoi. Oui, je vois. Je vois très bien. Et Mélanie, j'ai eu une question de Jenny, mais je pense que c'est pas trop... Enfin, elle a demandé si tu avais déjà eu des demandes d'interviews étranges, mais a priori, c'est toi qui démarches dans la plupart des cas. Oui. Oui, effectivement, c'est pas... J'ai des petits appels de pied de certaines créatrices, mais
mais j'ai pas vraiment de personnes qui insistent ou de choses comme ça. C'est des appels de pied gentils et j'en ai eu 2, quoi. Donc c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Mais je préfère, en fait, parce que je serais terriblement gênée de devoir... Et d'ailleurs, je le formulerai jamais. Bah non, je trouve ça bien ce que tu fais. Hein, donc, je ferai jamais ça. Parce que je cherche quand même à être bienveillante dans la vie. Donc, j'aime autant, en fait, qu'on me demande pas, parce que je préfère que ce soit moi, en fait, qui vienne vers les créatrices, quoi. Oui, ok. Alors, petite question pour un peu clore, entre guillemets, le sujet du podcast. C'est par rapport au podcast, où tu te vois dans 2 ou 3 ans? Alors, ouais, j'en sais rien. J'ai pas préparé cette question. Oh. Non, bah en fait, c'est vrai que j'en sais rien parce que, en fait, comme c'est un loisir, je projette pas grand-chose comme attente. Je sais juste, il y a des trucs que j'adorerais faire. Donc, typiquement, vraiment lancer quelque chose avec Cultura. Je m'étais dit aussi que ça serait trop rigolo, ça fait flipper, mais ça serait trop rigolo d'arriver à faire des interviews en public sur le salon Création et Savoir-faire, par exemple. Ça, c'est un truc que sur le principe, je trouverais ça trop bien. Mais par contre, ça me ferait grave flipper parce que voilà, il y a le côté le public, il y a le côté technique, tout ça, même si bon, sur place, ils ont des personnes qui gèrent tous ces aspects-là sur les salons. Mais ouais, ça serait trop rigolo, quoi. Ça serait vraiment... Là, je me dirais, ouais, il se passe un truc, quoi. Ouais. Ça, tu m'en avais déjà parlé au début, donc c'est vraiment une idée qui te trotte dans la tête depuis longtemps, en fait. Quand j'ai fait des petites propositions à Cultura, parce que du coup, j'ai parlé de pas mal de choses, enfin, j'ai évoqué plusieurs possibilités, et ça fait partie des choses que j'avais dites, ouais. Et ouais, parce que sur le principe, ça serait excellent, en fait. Il y a que des personnes... qui, au Salon Création et Savoir-faire à Paris, c'est que des personnes qui adorent tout cet univers. Donc, c'est forcément un public qui serait hyper réceptif, quoi. Donc, ouais, ça serait excellent. Mais j'ai prévu de les contacter pour essayer de voir ça, Marie-Claire Idée, tout ça. Voilà. Ok. Yes, on croise les doigts. Non, ça a l'air top. Ouais, on verra. Après, et en fait... de vous raconter tout ça, c'est aussi... Il y a quelque chose auquel je tiens, c'est que je trouve qu'il faut savoir provoquer sa chance. Parce que si j'étais restée dans mon coin à pas avoir osé proposer aux créatrices de faire ce podcast avec moi et tout ça... en fait, ça serait resté à l'idée d'embryon, quoi, à l'idée d'idée. Ça serait resté à ce stade-là. Et puis pareil pour Cultura. Je flippais quand même avant d'envoyer mon petit message, quoi. Et en fait, après, voilà, ça a fait son petit chemin. Ils m'ont contacté et tout ça, mais c'est moi qui suis allée vers eux. Et c'est pour ça aussi que souvent dans les épisodes... Quand les invités elles disent j'ai été contactée et tout ça, je trouve ça vachement cool pour elles. Mais je me dis que ça peut pas fonctionner pour tout le monde, en fait. Il y a Marie qui en parlait il y a pas longtemps dans un de ses lives, par exemple. C'est elle qui a contacté Sennelier, par exemple. Ouais, j'ai pas regardé les derniers lives de Marie, mais oui, voilà, c'est top, quoi. Parce que tu vois, par exemple... tout n'arrive pas en restant la bouche ouverte, quoi. Qu'il faut vraiment la Exactement. demander, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de son caractère et de là où on veut aller. Donc, moi, il y a des choses sur lesquelles, en fait, je me sentirais pas d'aller demander quelque chose, d'aller proposer quelque chose. Mais sur le podcast, ouais, j'étais tellement à fond et tout que je dis, ouais, il faut que je le fasse, quoi. Et en même temps, j'attendais d'avoir suffisamment d'épisodes, d'avoir suffisamment de followers, etc. Donc, voilà, des fois, on se met un peu les barrières aussi. Et j'en avais parlé à plusieurs d'entre vous, avec mes invités ou vous deux, et puis m'aviez dit mais si, vas-y, fonce et tout. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi, ouais, qu'il faut pas forcément attendre que ça vienne, parce que potentiellement ça viendra jamais. Et puis par contre, si on se sent pas d'aller démarcher entre guillemets, là c'est par contre mettre tout en œuvre pour faciliter quand même le fait d'être vu, quoi.
C'est ce qu'on disait avec, justement dans l'épisode avec Viviane de Happy Crochet, etc. Elle a toujours été contactée par les partenaires avec lesquels elle travaille parce qu'elle ne se sentait pas de faire autrement. Mais en même temps, par contre, elle a fait un truc suffisamment pro pour donner envie, en fait. Elle a dit plusieurs fois pour donner à voir. Voilà. Et je trouve que cette expression donner à voir, déjà, il y a le côté je donne pour recevoir, quelque part. Et évidemment, voir, voilà, je fais le max pour être vue. Et ça a fonctionné, elle s'est fait contacter. Après, ce que tu as de ton côté, moi je trouve, c'est aussi la nouveauté de ton concept un peu en France, parce qu'il n'y a pas d'autres podcasts sur les créateurs comme ça. Au départ, c'est ce que j'ai cru aussi, et puis finalement, après, je découvre quand même des petits podcasts. Podcasts. Voilà, il y en a quand même quelques-uns, mais effectivement, pas encore vraiment de la manière dont je le fais, il me semble. Mais c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que moi, j'ai plutôt le sentiment d'être une suiveuse. Vous savez, en marketing, souvent, au niveau des consommateurs, on dit il y a les early adopters, et puis donc ceux qui vraiment qui sont plutôt des gens qui vont early adopters, quoi. J'ai besoin d'expliquer, qui vont tout de suite s'approprier quelque chose de nouveau. Et moi, je suis pas trop comme ça. Il me faut quand même un certain temps avant d'adopter quelque chose. Et donc, je suis pas vraiment à la mode, certainement, au niveau de mes fringues et tout ça. Souvent, il me faut quand même du temps. Et là, j'avais le sentiment, finalement, avec les podcasts, mon podcast, de faire quelque chose un peu plus tôt que les autres, quoi. Donc là, c'était cool. Je trouvais, voilà, parce que souvent, justement, dans les podcasts, par exemple, sur le gratin, j'entendais, par exemple, sur Instagram, j'ai eu la chance d'être sur Instagram tôt. Et puis après, là, tu dis, oui, c'est vrai que moi, je m'y mets en 2019. Bon, c'est un peu la loose. Tout le monde a déjà beaucoup de followers, etc. Donc, quand tu as un petit compte, ça émerge pas beaucoup, tout ça. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut se lancer, de toute façon. Et puis il faut y aller, quoi. D'accord. Ok. Du coup, on a déjà évoqué beaucoup de choses concernant Instagram, les réseaux sociaux, mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter quel est ton rapport originel, par exemple, avec les blogs, si tu as commencé avec un blog, qu'est-ce que tu penses des blogs aujourd'hui, et quel est ton rapport, un peu synthétisé ce que tu nous as dit déjà, mais sur ton rapport à Insta et aux réseaux sociaux. Alors, donc moi, typiquement, quand je vous disais que j'avais l'impression de toujours être un peu une suiveuse plutôt qu'une early adopter ou un leader. Mon blog, je l'ai eu 1000 ans après tout le monde. Et donc, je crois que c'était fin 2015 ou quelque chose comme ça. Et puis, je le mets pas forcément énormément à jour. En fait, j'ai beaucoup... Enfin, c'est un petit peu comme tout ce qui est nouveau, finalement. Au départ, tu t'investis beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de tutos, tout ça. Donc, je sais pas, j'ai aujourd'hui entre 4 et 5 000 visites sur mon blog par mois. Donc, c'est pas si mal, quoi. C'est vachement bien. Ouais, c'est bien. Mais par contre, il se passe rien. C'est-à-dire que y a personne qui commente. Comme sur Facebook, j'avais une page Facebook pour mon blog Motif Addict. C'est pareil, j'ai 0 engagement et tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai lâché Facebook et qu'après, je me suis concentrée sur Insta. Mais voilà, donc mon rapport au blog, je pense que c'est indispensable d'en avoir un parce que c'est pérenne en fait. Contrairement à Insta où c'est éphémère, bon, on peut retourner quand même voir quelques posts précédents, mais globalement, tu vois, souvent, d'ailleurs, c'est Calligraphique qu'on avait parlé, Noélie, il y avait aussi justement Viviane là, d'Happy Crochet, etc., qui disait aussi que les blogs, c'est ce qui te permet d'être, qu'on vienne à toi. Donc justement, si tu peux pas te permettre de... Ah oui, non, c'était Illustration de Patrimoine aussi qui disait ça. Si tu peux pas te permettre et que t'as pas envie de passer des tonnes de coups de fil pour trouver des boulots et tout ça, des missions, il faut forcément que les gens, quand ils ont l'idée par exemple, de travailler sur de la calligraphie ou une illustration sur du patrimoine, etc.,
il faut qu'ils puissent te trouver et donc il faut que tu aies un blog ou un site hyper bien référencé. Et le site seul te permettra pas d'avoir suffisamment de contenu. Et en fait, c'est ce côté actualité et éditorial avec un blog qui forcément te fera avoir cette richesse de contenu. Voilà. Je suis d'accord. Et ça, c'est aussi, à force, je me rends compte aussi que tout ça, c'est ce que je pense parce que je l'ai nourri pendant des années avec mon travail, en fait. Parce que c'est pareil, au niveau B2B, il faut avoir un blog et d'aller un peu plus loin que la partie actualité. Il faut forcément donner avant de recevoir, un peu comme ce que disait Viviane. Et il faut montrer ta valeur avant, donner du contenu, montrer ta valeur avant de pouvoir espérer vendre quelque chose, à mon avis. Mais ce qui est dur, je trouve, avec les blogs, c'est, je sais pas depuis combien de temps tu le tiens, je sais que j'en tiens depuis 2009. Et maintenant, il n'y a plus du tout de commentaires sur les blogs. Ah ouais, on met quand même énormément de travail, encore plus dans la rédaction, dans tout ça. Après, c'est vrai que ça reste. Ton travail, il reste, contrairement à quand tu es sur Instagram. C'est tellement éphémère, des fois, que ça en fait mal au cœur, presque. C'est-à-dire, quand tu passes, je sais pas combien de temps à faire une peinture, un post, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Et c'est vrai que le blog, au moins, ça reste. Mais il n'y a plus d'interaction comme il y avait avant. Donc, il n'y a plus cette chose où tu deviens un peu aussi addict à Instagram d'un autre côté, parce que justement, tu as toute cette communauté, ces commentaires, cette présence, en fait, qui est un peu enveloppante, rassurante, qu'on avait au début, je trouve, dans les blogs, et qu'on a perdu, en fait. Vraiment. Mais oui. Alors moi, je l'ai jamais tellement connu la phase de commentaires sur les blogs parce que je pense que j'ai jamais vraiment trouvé la bonne communauté et puis j'étais pas tellement aussi justement comme ce qu'on a sur Instagram aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va aller commenter les posts des autres pour un peu se faire voir finalement et comment dire commencer les échanges avec les autres créatrices. Et ça, moi, je l'ai jamais fait sur les blogs. Je lisais beaucoup de blogs, mais pas forcément dans les loisirs créatifs. J'étais plus sur des blogs sur des jeunes mamans ou des choses comme ça, enfin ce que je vivais à l'époque. Et donc je laissais jamais vraiment de commentaires. Donc j'étais pas dans cette communauté couture, parce que moi c'était couture à l'époque. Et je voyais bien que de toute façon, en fait, ça prenait pas quoi. Et j'ai fait des pareils, je sais pas combien de tutos. Donc c'est pareil, ça prend du temps et tout ça, mais les internautes, finalement, je pense qu'ils sont contents de trouver les tutos, mais il y en a très très peu qui laissent un message pour dire merci, c'est gentil d'avoir pris le temps de faire ça, etc. Mais encore une fois, moi je le faisais pas plus avant, donc c'est comme ça. Ouais, il se crée pas, il y a pas d'échange en fait sur les blogs. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en avait, mais il y en avait quand même pas mal avant quoi. Mais maintenant, c'est marrant. Moi, il y a des filles que je suivais beaucoup, j'allais lire leur blog, tout ça, et maintenant, je les suis sur Instagram. Je commente leurs posts Instagram, mais je vais plus voir leur blog, et je pense qu'elles viennent plus voir le mien non plus. Donc, c'est vrai que ça s'est un peu perdu, mais je pense qu'il faut quand même travailler sur son blog, parce que, comme tu dis, ça apporte une autre dimension. J'avais une petite question, donc toujours sur les réseaux sociaux, sur Pinterest. Moi, je commence à essayer de m'intéresser à Pinterest. Je suis un peu perdue et je voulais savoir toi avec ton métier en plus qu'est-ce que tu pensais de Pinterest? Alors moi je suis une mauvaise élève de Pinterest parce que en fait je suis une moitié mauvaise élève parce que je le mets pas à jour. Par contre effectivement moi la grosse majorité du trafic sur mon blog ça vient de Pinterest, donc je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais je prends pas le temps de le faire et puis bon à vrai dire je cours aussi moins. Donc, mais par contre, toutes les cartes que j'ai faites, alors c'est ça aussi en fait. Enfin, toutes les cartes que j'ai faites et que je mets sur Pinterest, quand je les fais, quand je les ai mises précédemment, je vois qu'il se passe rien. Il y a pas d'épingle qui se fait. Elles sont pas enregistrées, etc. Donc, j'ai le sentiment que Pinterest pour moi sur les cartes, ça fonctionne pas beaucoup. Et que ça fonctionne davantage et énormément sur la partie couture. Moi, mes épingles qui sont les plus épinglées, enregistrées,
c'est un petit tuto pour faire un petit sac pour une petite fille, un chouchou, et puis je sais plus quoi. Enfin, c'est que des trucs en couture et par rapport à des tutos que j'ai créés qui sont sur mon blog. Et donc sur ce que je fais finalement maintenant le plus et que je veux montrer, qui sont mes cartes, bah, finalement j'ai zéro audience, quoi. Et pareil, quand je publie des billets de blog avec mes cartes, il se passe pas grand chose. Et quand je publie sur Instagram avec mes cartes, il se passe pas grand chose non plus. Donc je me dis qu'en fait aujourd'hui, soit j'ai pas réussi à trouver sur comment dire, soit globalement les gens s'en foutent des cartes, ça peut être aussi possible, soit je m'y prends mal, je sais pas. Mais en tout cas sur Pinterest, il me semble qu'il n'y a pas. Mais alors voilà, typiquement, ça fait partie des gens que j'aimerais bien aller interviewer. Et ça, je pense que je vais prendre contact avec Pinterest parce que je pense qu'on sait effectivement pas bien s'en servir. Enfin, pas bien s'en servir. Disons qu'en fait, en plus, visiblement, il y a une partie un peu messagerie qui est dispo maintenant au niveau de l'interface, mais j'ai l'impression que c'est. Finalement, tu fais tes tableaux avec donc des tableaux thématiques. Tu renseignes bien la petite description, le lien, tout ça pour que justement ça aille sur ton site ou sur ton blog. Mais après, j'ai le sentiment pour l'instant que ça s'arrête là. En fait, qu'il n'y a pas vraiment cet échange, etc. Et par contre, il faut arriver à être un peu fort sur la mise à jour, la création de nouvelles épingles et tout ça. Mais ce que je fais plus depuis longtemps, quoi. Donc je suis pas un bon exemple. Écoute, si tu fais une interview des gens de Pinterest, moi ça m'intéresse parce que j'essaie de me mettre dedans, mais je trouve que c'est pas facile en fait. C'est très bizarre. Il y a quelque chose de on arrive à s'en servir, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on pourrait faire nous pour nous rapporter du trafic, pour avoir de l'exposition et qu'on ne sait pas bien faire et j'arrive pas trop à trouver l'information. Ouais. Oui. Allez, promis, je les invite. Il y a Marie, Tribulation de Marie, elle est assez au point sur Pinterest. Ouais. J'avais demandé si elle voulait pas nous faire une petite formation d'ailleurs, mais elle m'avait pas répondu. Un petit appel du pied. Mais effectivement, je crois que Marie aussi m'avait suggéré de contacter Pinterest parce que forcément, toutes les créatrices sont dessus, quoi. Donc, il faut qu'on fasse un épisode Pinterest. Allez. C'est vendu. Donc moi j'avais une petite question. Donc on te demandera pas qui sont tes créatrices préférées parce que de toute façon on sait déjà que c'est nous. Donc pas clair. Mais bon, est-ce que tu nous as parlé des podcasts qui t'inspirent déjà, mais est-ce que tu peux nous en citer vraiment tes 3 podcasts vraiment préférés? Alors mes préférés, c'est ceux que j'écoute. C'est ceux que j'écoute tout le temps. Aujourd'hui, c'est Le Gratin, Vlan et Les Équilibristes. Où systématiquement, dès qu'il y a un des nouveaux épisodes, j'écoute. Après, comme je les ai découverts pas au tout début et qui sont assez, mis à part Les Équilibristes où là j'ai tout écouté, mais Vlan et Le Gratin, il y a quand même énormément d'épisodes et donc je sais que j'ai pas encore tout écouté. Et puis en plus, ils publient quand même, je crois, une fois par semaine, donc c'est un peu chaud de suivre. Voilà, c'est vraiment mes 3 préférés. Et après, comme je vous disais, là, j'ai découvert Bliss Stories. En plus, j'adore la voix de Clémentine. Je trouve ça super sympa. Après, c'est toujours très émouvant parce que c'est lié à la maternité. Donc, voilà, je trouve qu'il faut un peu des fois s'accrocher. Voilà, il faut être prêt. Il faut être prêt à verser quelques larmes, il me semble. Mais c'est émouvant. Le dernier que j'ai écouté, c'était sur la naissance en siège des enfants. Voilà. Les mamans qui ont accouché en siège seront peut-être intéressées de l'écouter ou les personnes enceintes. Mais... Donc, c'est pas forcément celui que je recommanderais à tout le monde. Et voilà. Et après, il y en a un que j'ai pas encore écouté, mais que je voudrais écouter. Enfin, il y en a plein que je voudrais écouter que je prends pas le temps d'écouter. Il y en a un, c'est La Matrescence, avec une autre Clémentine, mais donc que j'ai écouté chez Bliss Stories parler de son podcast. Et après, sur le marketing, il y a Marketing Mania, il y a Outils du manager,
Et Outil Manager, je l'ai écouté 2 fois sur le gratin, et donc j'ai vraiment bien aimé son approche et tout ça, mais j'ai un peu comme tout le monde là sur ce coup-là, j'ai pas beaucoup de temps finalement, enfin pas suffisamment de temps, ou je prends pas suffisamment de temps d'écouter des podcasts. Et moi, pour le coup, quand on retournera au travail, ça me changera rien parce que j'ai 5 minutes pour aller au boulot, donc j'écoute pas de podcast. Sauf quand j'y vais à pied, où là j'en ai pour une demi-heure, mais sinon, la grande majorité du temps, j'y vais en voiture ou à vélo. Donc redis-nous les 3, parce que je crois que tu en as cité plus que 3 en fait. Blanc, le gratin et les équilibristes. Ok. Il y a aussi Change ma vie avec Clotilde Dussoulier. J'ai un peu binge écouté, je sais pas si c'est dit binge listené. Bon. Oui. J'ai un peu écouté en boucle certains épisodes, je me souviens surtout l'été dernier. Mais en fait, c'est pareil, c'est le genre de choses aussi qui te fait vachement réfléchir. Et c'est pas des conversations, c'est uniquement Clotilde qui parle de sujets, c'est plutôt donc développement personnel. Et c'est vachement bien fait. Voilà. Puis c'est des épisodes courts, c'est une vingtaine de minutes, 30 minutes max. C'est pareil, c'est très sympa. Ok. Petite question, tu as déjà évoqué un petit peu ça, mais on a plus ou moins déjà entendu parler de ton grand projet, futur proche, lointain, on ne sait pas, mais ton grand projet qui serait de publier un livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors, c'est pareil, ça fait un peu partie de mes rêves, mais des fois, je perds un peu la motivation parce que je me dis, tu vois, à force de savoir que c'est quand même énormément de travail et tout, je me dis, je sais pas dans quoi je m'embarque si je m'embarque là-dedans. Et puis, en plus, ça se trouve, ça plairait pas du tout. Et en fait, on me dira, bah non, t'es gentil, mais ça nous branche pas ton projet, quoi. Donc, peut-être que de toute façon, ça se finirait assez vite, mais bon, je crois qu'il faut juste que je prenne un peu le temps. Mais comme aujourd'hui, je me dis que si je prends pas le temps de le faire, c'est que c'est pas suffisamment important pour moi finalement. Je sais pas. Je suis en pleine un peu cogitation là-dessus. Donc je sais pas trop. Mais donc l'idée c'est de publier un livre en fait de loisirs créatifs sur la conception de cartes. Donc des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël, des cartes de bonne année, des cartes je t'aime, des cartes voilà un peu de ce style-là, un peu donc toutes les sortes. Et un des trucs qui me fait douter aussi, c'est que c'est justement quand je vois que j'arrive pas vraiment à susciter d'engagement sur mon compte Insta avec quand je publie des cartes. Où là je me demande si finalement il y a un intérêt ou pas, quoi. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que ça intéresserait les gens? Mais est-ce qu'il existe déjà des livres comme ça? Alors, sur le travail du papier au sens large, oui. Justement, il y a Glinklam, il y a... je me souviendrai pas forcément des noms des autres autrices, mais il y en a quelques-unes. Après, il y a des magazines qui ont l'air de fonctionner, qui sont toujours en kiosque, qui sont dédiés à la création de cartes. Mais par contre, des livres, il doit y en avoir aussi quelques-uns, mais moi, les cartes, le design des cartes que j'aime, j'ai jamais trouvé de livre vraiment avec des choses que j'aime moi. Donc, mais encore une fois, comme après sur mon compte, j'ai pas un engagement de folie, je me dis, en fait, ça se trouve, ça leur plaît pas. Ça se trouve, il n'y a qu'à moi que ça plaît. Et que les gens à qui j'envoie mes cartes, ils sont polis. Et comme c'est des gens, quand même, normalement, qui m'aiment un peu, ils me disent, ouais, c'est sympa, Mélanie. Et que ça se trouve, en fait, c'est juste une carte, quoi. Je sais pas, après, tu sais, des fois, c'est compliqué, hein. Suffit soit pas les bons hashtags, tu tombes pas sur... Des fois aussi, c'est pas vu par les bonnes personnes, en fait, aussi. Hein. C'est ça. Oui, et puis là, ça doit faire 15 jours ou 3 semaines que j'ai rien publié sur mon compte Motif Addict. Et d'une, parce que j'ai pas de nouvelles cartes, mais en même temps, après, je me dis, ouais, mais regarde, tu pourrais quand même parler d'autres choses, etc. Donc, si je me penchais un peu sur le sujet, à me dire, voilà, ton planning édito dans les prochaines semaines, prochains jours, tu vas publier ça, je pense que du contenu, j'en ai, parce que je pourrais un peu recycler aussi, soit des anciennes cartes, soit des tutos de couture, enfin, pour faire vivre un peu mon compte. Et en fait, je prends pas le temps de le faire. Donc là, c'est pareil. Je me dis aussi, si tu prends pas le temps de le faire, c'est que c'est pas suffisamment important pour toi et qu'en fait, c'est pas grave. Et encore une fois, je préfère publier chez le podcast. Ouais, c'est ça, faut s'écouter
Et au final, vous avez l'impression que j'ai vachement de temps. Alors, j'en ai, hein. Non, on n'a pas forcément l'impression, hein, tu sais. Non, mais voilà, du fait que ça prend du temps de faire tout ça. Mais voilà, il y a aussi des moments où j'ai envie de rien faire, et que j'ai la motive de rien, ou que en plus, mes filles et mon mari, déjà, trouvent que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, donc il faut que je me calme. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de choix. Mais laisse aussi les choses venir. Tu auras des signes sur ta route, si tu le fais ou pas, ça viendra au moment voulu. Ouais, peut-être. Ça me fait rigoler, moi aussi, j'ai eu ma période carte. C'est vrai? Ah ouais, c'était il y a 7 ans, du coup, quand je suis arrivée en Australie, j'avais pas mal de temps aussi, parce que j'avais pas de travail au début quand je suis arrivée, et j'avais un petit magasin, du coup, qui vendait du papier juste à 5 minutes de chez moi. Et écoute, je me suis mis à faire des cartes, et j'ai adoré, j'ai pas fait ça pendant longtemps, peut-être 1 an, pas avec beaucoup de matériel, mais bon, mais tous les gens autour de moi ont reçu des cartes, un peu fait main et tout. Puis j'ai un bon souvenir de ça parce que je personnalisais quand même beaucoup. Donc, je pense que après il y a des périodes comme ça va, ça vient. Mais quand on a besoin de créer, après je pense que maintenant tu as peut-être trouvé ton truc aussi avec le podcast. Ça se sent quand on t'entend en parler. Ouais. Pour moi, même quand tu parles des cartes et quand tu parles du podcast, tu vois, il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas. Il n'y a pas les mêmes vibrations, et là on sent que vraiment le podcast c'est ton truc, quoi. Et c'est peut-être pour ça que tu dis que je me souviens plus le mot des gens qui prennent une idée et puis qui la font leur, tout ça, mais toi tu as vraiment trouvé ton truc, je trouve, avec le podcast, les interviews, l'échange aussi. Vraiment. Mais c'est clair, sur les podcasts, en fait, je voulais dire les cartes, mais sur le podcast, je me sens aussi portée. Et je me souviens que Marie, en fait, ça m'avait au départ surprise quand elle avait dit ça. Elle disait, en fait, j'ai fait de l'aquarelle aussi parce que c'est le médium sur lequel j'avais plus de retours. Et sur le moment, je me suis dit, c'est marrant, finalement, c'est comme si elle n'avait pas fait de choix, enfin que c'est parce que ça plaisait aux gens qu'elle a continué. Puis quelques semaines après, je me suis dit, oui, mais en fait, évidemment, c'est logique que tu as envie de faire ce qui plaît et que... et d'ailleurs, sur mon compte Insta, au moment du Best 9, là, du Top 9 en fin d'année, c'était très rigolo de voir que les quelques aquarelles qui sont en plus pas super géniales par rapport à tout ce qu'on voit sur Insta et tout ça, les quelques aquarelles que j'avais faites, était dans mon Best 9, et donc j'avais très peu de cartes, quoi. Alors que je passe mon temps à faire des cartes quand même. Mais il y a quand même un truc extrêmement bizarre avec les fleurs à l'aquarelle. C'est un peu comme les chats. Il y a une espèce de nébuleuse. On comprend pas pourquoi des fois. Mais il y a un lobby. Le lobby des fleuristes. Le lobby des fleurs à l'aquarelle. Écoute, on arrive un peu à la fin des questions. Que moi, je trouvais que les questions, elles étaient un peu trop sages. Oui. J'étais pas hyper satisfaite de ça, et j'avais envie d'essayer de faire un petit, fast and curious. Donc, on va chacune de dire 2 mots. En fait, le petit principe, c'est qu'on te dit 2 mots et tu choisis vite celui qui te correspond le plus. Et puis, tu peux nous donner une petite explication, si tu as envie. Mais c'est au feeling, on va dire. Ça te va ? Ouais, c'est cool, mais... Oula, je flippe, j'ai peur. Tu peux. Alors, thé ou café ? Aucun des deux. Jus d'orange. Yes. C'est pas dit au début. Alors, to-do list or not to-do list ? To-do list. Action ou réaction ? C'est loupé par la réponse rapide. Je fais quand même beaucoup de choses en réaction. Yes, c'est ce que tu nous expliquais. Ouais, je suis pas forcément toujours très proactive. Alors, suite à cette expérience, est-ce que tu préfères te faire interviewer ou interviewer ? Interviewer. Je préfère interviewer. Mais après, c'est le problème parce que déjà, quand je fais les interviews et que je fais le montage, je me dis, mais qu'est-ce que tu parles ? Mais c'est pas à toi de parler. J'ai l'impression de raconter déjà ma vie. Alors là, quand je vais faire le montage de cet épisode, je dis, oh là là, mais tais-toi. Alors, passé ou futur ? Futur.
Bureau rangé ou joyeux bordel? Ah, je suis un peu un mix des deux, mais des fois, il faut que je range. Donc, je sais pas trop. Non, bureau rangé. Mais j'ai pas de bureau en vrai, donc, enfin, mis à part au bureau, à mon travail. Mais sinon, j'ai pas vraiment de bureau, donc c'est toujours plus ou moins rangé. Enfin, mon mari dirait pas pareil, mais un peu rangé. Ah, ça. C'était chat ou chien, mais je vais dire chat ou fleur, du coup. Non, plutôt fleur. Yes. Aquarelle ou couture? Couture. Attends, je voulais le changer, celui-là, et je voulais faire podcast ou couture. Ah, bah, podcast. Ah. Podcast. Fait maison ou à emporter? Non, fait maison. Travail perso ou travail d'équipe? Ah ouais, c'est pas mal cette question. Ah, vous m'avez scotché là. Je sais pas quoi dire. Je dirais qu'au boulot, c'est plutôt travail d'équipe, mais sinon, sur le reste, travail perso. Donc, c'est pas vraiment une réponse. Sushi ou sandwich? Ah, sushi! J'adore les sushis. Ouais. J'adore les sushis. Lumière du jour ou lumière de bureau? Ah non, lumière du jour. Et puis c'est encore mieux quand on est dehors. J'adore être dehors. Yes. Il te faut vraiment une maison, hein. Un petit Eh jardin, ouais. tout ça. Ouais, carrément. Donc c'est fini pour ces petites questions, mais j'avais quand même envie de te demander, est-ce que tu peux nous dire une ou deux choses rigolotes ou surprenantes sur toi? Ou même 3, puisque tu as écrit 3, Sabine. Ouais, Il y a 3 choses rigolotes sur toi. Je ne sais plus lire. Rigolote. Des anecdotes. Par exemple, moi, je déteste le fromage. Oui, c'est vrai que tu m'as dit. Mais alors, je déteste les huîtres. Voilà. Non, j'aime beaucoup le chocolat, mais c'est pas vraiment une anecdote rigolote. Non, par contre, il y a un truc où je me suis dit, parce que des fois, on se raconte un peu des histoires dans la tête, et donc, un jour, je m'étais dit, tiens, si on pose ce genre de questions, ça sera peut-être l'occasion, même si ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein, mais bon, c'est l'occasion d'en parler. Alors, c'est assez perso quand même, mais en même temps, je tiens à ce que, comment dire, les infos circulent. C'est que j'ai fait un don d'ovocytes en 2015, je crois. 2015 ou 2016, je sais plus, peut-être 2016. Donc c'est en ça où je dis que c'est un peu perso, parce que c'est quand même, je sais pas comment dire. Perso. Ouais, c'est Ouais. c'est perso. C'est trop beau. Mais c'est surtout, en fait, c'est pas tellement pour... Enfin, moi, je veux pas le prendre parce que généralement, quand on en parle, les gens disent « Ah, bah, c'est trop beau. » Enfin, voilà, c'est bien comme démarche et tout ça. Et donc, mais je veux pas tellement prendre ce genre de compliments, parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les gens connaissent le principe du don d'ovocytes et puissent être informés. C'est surtout ça. Et après, chacun fait ses choix. C'est comme le principe du don d'organes ou du don du sang, etc. Après, voilà, c'est pas du tout une injonction quelconque, mais ça m'avait tellement touchée, et ça me touche toujours, le fait qu'il y ait énormément de femmes et de couples qui peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, je trouve que c'est un crève-cœur et que je trouve ça très injuste, cette situation. Et donc, une des manières, en fait, je plombe un peu l'ambiance là, hein, mais une des manières quand même de pouvoir agir un peu sur ce truc-là, c'est de faire un don d'ovocytes. Et donc, c'est pour celle que ça intéresse, parce que je vais pas forcément raconter tout le truc ici, mais sur mon blog, justement, Motif Addict, où il y a une barre de recherche, vous cherchez don d'ovocytes ou quelque chose comme ça, et vous devriez tomber sur l'article. J'avais raconté, en fait, un an après, j'avais partagé, en fait, mon témoignage sur le sujet. Et ce qui était rigolo, c'est que j'en ai pas du tout parlé. Enfin, globalement, il y avait mes parents et mon mari qui étaient au courant du truc pendant que je le faisais. Plus ça se rapprochait quand même, et plus je commençais à en parler, mais sinon, tout le reste, je l'ai vécu très... Enfin, c'était mon truc à moi, c'était vraiment mon projet. Et tout ça pour dire que, voilà, le don d'ovocytes,
c'est le principe de donner donc quelques ovocytes. Donc, il y a une stimulation médicale qui est faite avant. Et on donne quelques ovocytes pour pouvoir éventuellement espérer que quelque part, ce que la nature n'arrive pas à faire pour certains couples, eh ben, qu'il y a un petit coup de pouce. Voilà, sans rentrer dans les détails techniques, etc. Et voilà, j'en parle simplement encore une fois pour que on puisse être informé que ça existe. Parce que moi, quand j'ai commencé à en entendre parler, j'avais déjà 30 ans passés et enfin même certainement un peu plus. Ouais, bon bref, oui, largement 30 ans passés. Et je me dis qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler. Et en tant que femme, et en plus on est plutôt dans une communauté de filles autour du podcast. Et voilà, donc c'est l'occasion d'en parler parce que c'est quelque chose qui me rend fière de l'avoir fait. Je suis vraiment super fière de moi en fait de l'avoir fait. Et encore une fois, au-delà de moi, c'est vraiment le côté partage de l'information qui m'intéresse. Parce que généralement, quand j'en parlais, alors j'en parle, ça fait des années que j'en ai pas parlé, mais quand on en parle, toujours les personnes ont soit ça leur parle, soit ça leur parle pas, parce que voilà, chacun a ses propres freins. Mais peu importe en fait. L'idée c'est juste d'en parler et de pouvoir se faire une opinion. Et voilà. Et peut-être que si c'est pas vous, vous en parlerez à quelqu'un d'autre, et puis ça fera son chemin, et puis ça permettra quelque part à des couples d'arriver à avoir le bonheur d'avoir un bébé. Voilà, donc c'était pas spécialement rigolo, mon anecdote. Non, c'était pas spécialement rigolo. On va dire que ça rentrait dans la case surprenant. Voilà, un peu détail perso. Sinon, non, je pense que je suis assez ennuyeuse en fait. J'ai pas vraiment d'anecdotes rigolotes. T'as pas les pieds palmés, t'as pas un grain de beauté passé bizarrement. Non plus. Tu parles d'expérience pour les pieds palmés? T'as un truc à nous dire, Anne-Claire? Je connais des gens. Non, j'ai rien de. Non, je sais pas. C'est comme ça. Ouais, je suis terriblement banale. T'es pas rigolote. Oh. Non, alors je suis bon public, tu vois que Sabine, des fois, elle me fait des blagues. Elle m'envoie des petites blagues. Et voilà, je trouve ça à chaque fois rigolo. Je suis plutôt bon public, quoi. Ça fait plaisir, parce que mes blagues sont quand même nulles. Donc... Des fois, je les comprends pas, Sabine. Je l'avoue. Je fais de mon mieux pour trouver des jeux de mots. Des fois, ça fait bien. Des fois, ça fait plop. Et on a une dernière question quand même. Y en a qui ont demandé à quand une rencontre IRL, in real life. Comment tu te la pètes, Anne-Claire? La première fois que IRL, j'ai pas compris. On va croire que c'est quoi IRL. Entre les créatrices qui ont participé et les fans et tout. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Ça serait rigolo. Au salon? Bah, c'est vrai que le salon, ça peut être sympa parce que typiquement en novembre dernier, c'est là où j'avais rencontré déjà, après les avoir déjà interviewés, j'ai rencontré Lady Bricole, Lisa Scrap et Création, Calligraphique, et puis Marie. Donc c'était vraiment les 5 premières invitées, je les ai rencontrées après avoir enregistré avec elles, donc c'était trop chouette. Et ouais, je sais pas, ça se réfléchit. Une idée qui va germer. Ouais, tout à fait. Bon, moi, ce ne sera pas pour cette année. Ouais, l'année prochaine. Ouais, c'est vrai que oui, pendant un moment, j'ai oublié qu'on était un peu tous. Bref, ouais. Bah, on verra, ouais. On verra. Un jour, on se rencontrera. Et un jour, on aura le droit de sortir chez nous sans attestation. C'est ça. Bon, je vais devoir vous laisser, les filles. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Oui. Bisous, ma belle. Super. Bah, je vous laisse finir toutes les deux. Du coup, moi, je dis au revoir. Gros bisous. Merci pour tout. Merci à toi, Anne-Claire. Et puis à très vite. À très vite, ouais, ça marche. Allez, salut les filles. Bisous, Anne-Claire. Non, mais on avait fini. Moi, je devais juste remercier toi pour le podcast, Anne-Claire, et aussi remercier toutes les personnes qui ont posé des questions. Donc, il y en a qui en ont posé plus que d'autres, notamment Caroline from Woodland. Il y avait Leila de Aqua et Leila, Nolwenn de Nolwenn Little Gallery. Et puis, il y avait Florence Mandala Love. Ouais.
J'avais noté et Séverine Drawing aussi. Ouais. Ah ouais. Et puis les Watercolor Sisters. Je sais pas comment elles s'appellent en vrai. Donc voilà, il y en a plein d'autres qui ont posé des questions, mais c'est vrai qu'elles en ont posé pas mal, donc elles nous ont bien aidé à préparer ta petite interview. Bon, bah super. Et puis voilà. J'ai passé un bon moment avec vous deux, c'était trop chouette. Ouais, bah, nous aussi. Je parle pour Anne-Claire, mais nous aussi. Bon, bah super. Merci beaucoup. Bah de rien, c'est toi. On te remercie. Et à très vite alors. À très vite pour un prochain épisode. On a fait un peu de teasing, alors on sait à quoi s'attendre. Exactement. Super. Bon, bah merci beaucoup. Pour conclure cet épisode spécial, je voulais vous dire quelques mots. D'abord, je voulais une fois de plus remercier Anne-Claire, alias Saléandre, et Sabine, alias Happy Lazuli, d'avoir préparé cet épisode. C'était vraiment un super moment. On a l'habitude de papoter par écrit toutes les trois, mais là, de vive voix, c'était une première, et c'était excellent. Merci également à vous toutes qui avez posé des questions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et maintenant, je comprends un peu mieux mes invités qui trouvent que c'est compliqué de s'écouter raconter sa vie. On vous retrouve toutes les trois sur nos comptes Instagram, donc Saléandre, Happy Lazuli et Podcast Fait Main, et sur le site podcastfaitmain.fr pour retrouver tous les épisodes. Inscrivez-vous à la newsletter pour être prévenu de la publication des nouveaux épisodes d'ailleurs. Et retrouvez également la liste des comptes ou marques dont on a parlé dans les notes de l'épisode, donc sur votre plateforme d'écoute ou sur le site du podcast. Et évidemment, si cet épisode vous a plu, dites-le moi, ce sont des encouragements formidables. Vous pouvez laisser un avis ou juste une note sur Apple Podcast ou iTunes, ou partager votre écoute en story sur Instagram. C'est un immense soutien pour la diffusion du podcast. Merci et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.